Ceux qui souhaitent découvrir des contenus inédits liés au podcast peuvent les trouver sur notre compte Instagram. Si vous avez envie de mieux me connaître, vous pouvez trouver des contenus plus personnels sur Telegram. Tous les liens au réseau sont disponibles dans la description. Je suis Lucas et ça c'est One More Time. Italian people say Camille, mais it's Camille, you know. Merci d'être venu à Milan. Avec plaisir. Ça fait un bon voyage. One More Time, c'est parler des faits, utiliser les faits pour entrer dans les émotions. Ok, si tu veux, si tu es prête, on y va. Ah, Voilà, ben maintenant, aujourd'hui, je vais faire une personne qui pourrait faire peur aux autres parce qu'elle a beaucoup de caractère et elle a combattu dans la vie pour créer son identité. Elle a souffert et j'adore les personnes comme ça. C'est des personnes que je respecte beaucoup et hâte de commencer cette super conversation. Il y a beaucoup de sujets, d'arguments importants, même fragiles. On va essayer de tout toucher avec tact et avec amour. On y va. En fait, un jour, je bois un whisky à 14h, hein, tu vois. C'était mon habitude, tu vois, malheureusement. Et puis, je bois mon verre, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je bois un verre. Il me dit, mais il est 14h. Je dis, oui, et? Il me dit, il est 14h. C'est-à-dire que là, alors il me dit, je sais pas ce que tu veux dans l'avenir, je sais pas si tu as envie de fonder une famille, si tu veux quelque chose de sain, etc. Moi, je peux pas être avec une femme qui boit à 14h. Si tu as des problèmes, on en parle, il faut résoudre ça. Mais ça, c'est non. Tu vois, aujourd'hui, je te dis très honnêtement, je suis très heureuse, je suis épanouie, je suis équilibrée, j'ai mon mari, ma fille. Et si je les ai pas, je sais que je retombe. C'est honnête. On y est. Merci d'être venu à Milan. Avec plaisir. Malheureusement, tu es venu dans une journée de pluie. Tu es arrivé hier, mais tu... Partie de la pluie, j'arrive dans la pluie, donc quelque part, la transition est parfaite. Alors, bonjour Camille. Bonjour. One More Time, donc en France, c'est pas encore connu. Je suis en train d'enregistrer toute la saison. En Italie, je le fais de fur et à mesure. Je te disais ça avant, quand les caméras étaient pas en train de faire rec, étaient pas en train d'enregistrer. Mm-hmm. Je vais faire un petit mélange, mais tu m'aides. Tu fais mon prof de français. Pas de souci. Et disons que One More Time, on parle des faits pour entrer dans les émotions. Je sais pas si ça existe le terme gossip en France. Oui, oui. C'est ce qui m'intéresse pas du tout. Je veux pas me mêler tes affaires, mais je veux te montrer ton âme, des choses qu'on voit pas de nous-mêmes parce qu'on est toujours dans la frénésie de faire le pas d'après. Donc on s'arrête jamais, on s'arrête quand on a des problèmes, on s'arrête quand il y a un Covid, mais sinon on fait jamais de bilan. Et quand on fait des bilans, on prend des bonnes décisions parce qu'on a le temps d'être lucide et de penser à ce qu'on est. Mm-hmm. Donc c'est un peu ce que je voudrais faire avec toi. Okay. Et comment on le fait? On commence dès le début, c'est-à-dire ça va être facile. Tu vas commencer quand tu es né. Je voudrais te demander quand tu es né, donc quel âge tu as, et dans quel contexte familial tu as grandi. Et je vais ouvrir des parenthèses de fur et à mesure que tu vas parler pour arriver jusqu'à aujourd'hui, donc on a tout le temps. Ok, parfait. Alors, quand tu es né, dans quelle année? En 1986, le 10 juin, j'ai 38 ans. Ok, et raconte-moi ton contexte familial, ça veut dire tu as des frères, tu as des sœurs, t'as grandi avec un papa, avec une maman, avec des grands-parents. Comment ça s'est passé? Ouais, j'ai un petit frère qui a 3 ans et demi de moins que moi. Qui s'appelle Maxime. Et j'ai grandi avec... jusqu'à un certain moment. J'ai grandi avec ma mère, mon père, et très entourée de mes grands-parents, ma tante. Vous êtes 2 frères et sœurs, donc? On est que 2. D'accord. Ouais, et c'est vraiment toute mon enfance, toute ma jeunesse, c'est la plus belle période de ma vie parce que j'étais remplie d'amour, j'avais aucune notion de ce que pouvait être la vie en grandissant, de danger, d'angoisse, tu vois, de peur. J'ai tellement été protégée, mais pas surprotégée, juste préservée, je dirais, de mes parents, de mes grands-parents, avec tellement d'amour que je soupçonnais pas qu'après ça pouvait être autrement. Je te demande une chose sur le fait d'avoir été préservé. Ça veut dire que tu as essayé très peu de choses quand tu étais petite parce qu'ils te tenaient dans on dit en italien, una campana di vetro. J'ai pas été surprotégée. J'ai été juste préservée, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression on m'a préservée, peut-être c'est plutôt dans le dialogue. C'est-à-dire que
J'ai pas des parents qui m'ont dit attention parce que tu vas voir peut-être plus tard tu pourras tomber sur des gens comme ça, etc. Je pense qu'ils m'ont préservé de ça. Je parle plus dans les mots. Après non, j'ai tout fait. Hein. J'ai fait du sport, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de la danse, j'ai fait du piano. J'en ai fait 20 ans. Enfin, j'ai fait plein de choses. J'ai été très libre dans ma créativité, etc. Mais je pense que dans la pudeur de mes parents et de mes grands-parents. On disait pas faire attention aux hommes, enfin certains hommes, ou faire attention, voilà, aux gens qui sont racistes, machin, etc. Enfin, en fait, on n'a pas eu besoin non plus parce que moi j'étais élevée dans une tolérance absolue, peu importe ton identité, tes origines, ta sexualité. Pour moi, c'est tellement quelque chose de normal que on n'a pas eu besoin de m'élever là-dedans. Enfin, c'était naturel. Mais je veux dire dans les vraies choses de ce qui peut arriver avec ce qui m'est arrivé ensuite, quoi. À parler d'amour, la seule question que je pose dans tous les interviews, c'est ton rapport avec les câlins. À travers cette question, ça veut dire, tu t'es senti aimé, ils t'aimaient physiquement, ils te donnaient des bisous, ils te caressaient, ils te serraient dans leurs bras. Comment ça se passait avec les câlins? Les câlins, c'est quelque chose de très concret. Ouais, non, j'ai eu beaucoup d'amour. Après, je me souviens d'avoir beaucoup de bisous sur la joue. Tu vois ça, là, vraiment culturel. Mais câlin, je vois toujours ma grand-mère me prendre dans les bras, mon grand-père, etc. Mais il y a beaucoup de pudeur quand même. Tu vois, il y a pas le truc de c'est pas tous les jours on prend dans les bras, je suis collée à mon père. Enfin, mon père, par exemple, moi je voulais toujours des câlins avant de dormir, soit ma mère, soit mon père. Il s'allongeait à côté de moi et puis il m'apprenait à lire l'heure. Mais ça, tu vois, il est comme ça, puis moi je suis comme ça. Mais pour moi c'était ça le câlin, le fait qu'il soit là déjà, ça me suffisait. J'ai pas manqué de rien, d'amour, d'affection. J'ai pas eu l'impression c'est plus un truc culturel. Je pense que peut-être c'est plus dans vraiment les mots, dans l'expression. Tu vois, le fait mes grands-parents, ils m'ont toujours dit je t'aime, mon amour, ma vie, mon cœur, ça c'est sûr, mais peut-être moins. Mes parents sont très pudiques et tout. J'ai peut-être c'est ça que je me dis, voilà. T'as la même façon d'aimer avec ta fille ou t'es complètement le contraire? Donc, non, moi je la bouffe. D'accord, voilà. Ah non, moi ma fille, mais je pense que petite c'était comme ça. Mais ma fille, vraiment, je l'étouffe de mon amour. Je l'embrasse tout le temps. Elle me fait déjà à 2 ans, elle me fait genre laisse-moi. En fait, elle a tellement d'amour qu'elle est hyper équilibrée. Tu vois, tu sens qu'elle a pas besoin. Déjà à 2 ans, d'un coup, je me dis, je l'entends plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait une bêtise? Et en fait, j'arrive dans la chambre, elle est en train de lire. Tu vois, elle peut rester 45 minutes à lire. On s'entend. Tu vois, elle est sur des livres et puis elle reste 45 minutes. Elle explore, mais 45 minutes, une petite fille de 2 ans, c'est beaucoup. Et je l'ai habituée très tôt à cette autonomie et à la fois, elle me demande évidemment, quand elle me demande des câlins, comme c'est pas cette personnalité, j'adore. Donc je les prends et je reste. Des fois, on négocie avec mon mari, tu vois, pour qu'elle reste dans les bras. On dit attends, c'est le câlin de 10 secondes. Donc on compte 1, 2, comme ça, elle reste et tu vois, on en profite. Ah non, moi, moi, tout le temps, je t'aime, mon amour, mon cœur, ce que j'ai eu, moi. Mais, vrai après, j'aime pas physiquement qu'on me câline, forcément. Tu vois, je préfère moi y aller. Tu vois, j'ai un truc mais qui est lié à plein de choses, qui est pas lié évidemment qu'à ça, mais. T'as parlé de grands-parents, on n'en parle pas souvent dans mes interviews. On parle surtout des parents, des personnes avec lesquelles t'as grandi. Moi, j'ai eu un super rapport avec mes grands-parents maternels. Pareil. Donc, ils sont tous italiens. Ma grand-mère, Ida, elle est morte et c'était ma deuxième mère. Et mon grand-père, Angelo, la même chose. Et donc, j'ai vraiment souffert énormément quand ils sont décédés. Et je voulais savoir ton rapport avec tes grands-parents, parce que tu en as parlé plus d'une fois avant, donc je voulais comprendre. On a le même rapport, en fait. C'est-à-dire que c'était mes deuxièmes parents. Tu passais beaucoup de temps avec eux? Ils avaient les clés de chez nous. Ils habitaient près de chez vous? 25 minutes, mais ils avaient les clés. Ils prévenaient même pas. Mon père, il était vraiment en mode bon, quand même, c'est chez moi. Mais pas méchamment, mais c'est vrai que pour moi, c'était normal de les voir arriver. Ma grand-mère, je la voyais 4 jours sur 7. Toutes les vacances, l'été, c'était 2 mois avec mes grands-parents. C'était tout à fait normal, quoi. Ma grand-mère, elle connaissait mieux mes goûts culinaires que ma maman, qui m'aime absolument. Mais tu vois, elle savait ce que j'aimais, de la manière dont j'aimais. C'est très bête, parce que moi, j'ai eu des problèmes de poids, où j'ai été très maigre. Et donc, du coup, il fallait découper d'une certaine manière. C'est pas des caprices, même aujourd'hui, tu vois, je peux pas manger des aliments d'une certaine manière parce que je vais les aimer. Je sais pas comment te dire. Genre le concombre, s'il est fait grossièrement, ça va m'écœurer. J'aime bien quand c'est tranché comme ça parce que je sais que dans mon goût et dans mon équilibre alimentaire, ça va aller, quoi. C'est des trucs de traumatisme, voilà, de troubles alimentaires. Mais ma grand-mère, elle connaissait mes goûts par cœur. Elle savait à quelle heure j'aimerais manger un sandwich avec de la charcuterie, du beurre, des cornichons. Et à quelle heure j'aurais préféré une petite pomme. Enfin, elle me connaissait par cœur, quoi. C'est la mamie, hein.
Comment t'as vécu l'amour chez toi? C'est-à-dire, ton père et ta mère, ils sont toujours aimés, ils sont encore ensemble. Qu'est-ce qui t'ont appris de l'amour? Pas grand-chose, franchement. Pas grand-chose. Mes parents, pardon, ils se sont quittés quand j'avais 11 ans. Et je les ai plus vus se disputer, s'agacer que l'inverse. Mais tu vois, quand t'es petit, tu réalises pas. Et puis, en fait, quand tu regardes les vidéos, par exemple, mon père, pardon, excuse-moi, je vais y arriver. Mon père qui adorait filmer, comme c'est impudique, donc il filmait l'amour qu'il avait pour nous. Tu vois, je voyais toujours qu'il y avait quand même, il parlait à la caméra. Ma mère dit, Jacques, filme ici, ou il dit non, mais c'est bien comme ça et tout, tu vois. Et tu sentais qu'il y avait toujours des petits, qui va avoir le dernier mot, et ça, tu le sens quand tu regardes les vidéos. Toi, t'as 4 ans, tu vois pas. Et après, en grandissant, Qu'est-ce que tu te rappelles de toi? T'as des bons souvenirs? Parce que moi, j'ai que pas. des bons. Parce que moi, par exemple, sur mon enfant, j'ai très peu de souvenirs. Ok. Et disons que moi, je suis très mélancolique. Ouais. C'est ma deuxième maison. Comme moi. J'ai écouté, donc j'ai regardé seulement ta pré-interview, j'ai voulu rien regarder d'autre, mais j'ai écouté tes chansons. Ah. Et ça m'a touché. Parce qu'il y a des énormes messages, il y a de la souffrance, il y a tout ce que tu aurais voulu dire au monde, et tu le dis de cette façon-là. Bien sûr. Et mais après, on en parlera. Et donc, la mélancolie, on dit. Mélancolie. Je me suis toujours réfugié dans la mélancolie quand j'étais petit, parce que j'étais bien, la vie était simple, j'avais rien, donc je devais tout inventer. Et donc, tu sais que si tu fais une connerie, tu peux aller vraiment encore plus bas, ça fait mal. Donc, tu prends bien les mesures. Et je voulais savoir, c'est un divorce à 11 ans, comment ils te le disent et comment tu le vis? Je le vis très très mal. Moi, je le vis comme une trahison. En fait, ce qui est horrible pour ma maman... Qui est-ce qui te le dit? En fait, ma mère dit à mon père et à mon frère, on va s'asseoir dans le salon. Donc j'ai l'image, je me souviendrai toute ma vie. Et mon père, tu vois qu'il fait un regard de ce qu'elle va raconter, ça m'intéresse pas. Et ma mère dit, voilà, votre papa et moi, on va se séparer. Parce que on a plus... donc lui, il le savait pas qu'elle l'aurait dit? Si, enfin, il pensait pas que ça arriverait vraiment, mais lui, il a dit, toi, tu veux me quitter, toi, tu m'aimes plus, mais moi, j'ai pas envie du tout de ça. Pour lui, c'est un échec total, pour mon père. Ce que je peux comprendre. Et en fait, moi, je le vis comme une trahison, donc ma mère, je lui en ai voulu très, très, très longtemps. Alors qu'en vrai, tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui t'aime plus. Je trouve que c'est, en fait, très, très courageux de ne pas rester égoïstement pour des enfants et qu'il y a encore des cris et des engueulades, etc. De rester, c'est vraiment, en fait, ça aurait été malsain, quoi. Et en fait, je trouve ça très courageux de partir et de le dire à ses enfants. Mais tu réalises 15 ans plus tard. Hein. À quel âge tu l'as pardonné pour cette chose? Franchement, il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans. Et donc, vous êtes allé vivre avec elle et t'es allé vivre avec... On est toujours resté avec ma mère. Ouais, elle voulait la garde, absolument. Donc, elle a eu la garde et toi, t'étais fâché avec elle. Donc, vous avez... Ouais, pas tout le temps, mais je lui en voulais. C'était assez facile de m'énerver, quoi. Tu vois, il y avait ce moindre truc. J'étais contente de voir mon papa, mais je le voyais que 2 jours par semaine, donc j'étais quand même vraiment très triste. Et puis, j'aimais passer des moments avec mon papa et je le défendais beaucoup, 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 beaucoup. Après, ils ont tous les deux leur tort et puis lui, il a aussi beaucoup de tort. C'est ce qui fait qu'aussi elle s'est séparée. Donc, c'est 50-50 au final. Mais tu peux pas imposer à quelqu'un qui t'aime plus de rester avec toi. Ça, c'est... Ouais, c'est toxique. Bah oui, puis ça n'existe pas. Même pour les enfants. Et surtout pour les enfants. Donc moi, j'étais bouleversée. Je pense que c'est de là que j'ai commencé à connaître le vrai sentiment de peine, tu vois, de tristesse. Et que j'ai déjà à 11 ans commencé à avoir envie d'écrire dans des journaux intimes, de commencer à faire des chansons. Tu les as jamais chantées, ces chansons que t'as écrites, quand t'es devenue adulte? Tu les as jamais reprises? Ou t'as repris des sujets que t'écrivais? Voilà, exactement. D'une façon un peu plus mûre? Exactement. J'ai repris des sujets que j'écrivais parce que vraiment, c'était vraiment bateau. Vraiment, c'était vraiment une fille de 11 ans, quoi. Qu'est-ce que tu retrouves de Camille quand elle était petite? C'était quoi son dénominateur commun? Ouais. Bah franchement, c'est comme aujourd'hui. J'ai toujours eu cette... le côté un peu mélancolie, c'est permanent chez moi. Et t'es bien quand t'es dans la mélancolie ou pas? Je suis bien. Je suis dans mon... Et équilibré. Équilibré, voilà. Okay. Mais il faut pas que je sois dans la souffrance ou dans la tristesse. C'est clair. Voilà, c'est là où je peux sombrer un peu. Et non plus, il faut pas que je sois trop heureuse. Il faut que je sois dans ma mélancolie avec un peu de joie, évidemment. Mais pas de souffrance. Ça, c'est pas bon pour moi. Pour personne, mais vraiment, il faut pas que j'ai ce sentiment en permanence. Trop heureuse. Par exemple, moi, je te pose mon exemple. Quand je suis trop heureux ou trop triste, je peux jamais prendre une décision parce qu'elle va pas être lucide, elle va toujours être altérée. Et donc, je te dis pas que j'attends la mélancolie, mais j'attends l'équilibre. Ça veut dire normal, une journée assez normale. Et je n'ai jamais su vivre. Toi, avant, t'as dit j'aime pas recevoir des câlins, c'est moi qui décide quand.
Et pour moi, c'est la même chose. J'aime aimer les autres. Je le fais seulement dans un contexte très protégé, ça veut dire ma famille. Ouais, bien sûr. Mais à l'extérieur, j'aime pas me montrer pour celui que je suis, mais j'aime donner de l'amour. Ouais, pareil. Mais parce que je savais pas vivre dans la joie, c'était trop fort. Ça veut dire que, c'est pour ça que je te disais que je me rappelais rien de quand j'étais petit. Je me rappelle plutôt des mauvais moments. Ouais, bien sûr. J'ai eu une belle vie, mais si quelqu'un la regarde de l'extérieur, mais si je dois m'écouter, j'étais triste. Ouais. Je sais pas pourquoi, mes parents sont pas coupables, c'était ma façon d'approcher la vie. Ta sensibilité. Voilà. Et à chaque fois, je recherchais des rapports qui pouvaient me ramener un petit peu dans cette mélancolie, et donc je restais pratiquement toujours tout seul. Ouais. Parce que j'arrivais pas à trouver des personnes, des humains compatibles avec ma façon d'être, parce qu'il y avait trop de fois où j'avais pas envie des autres. Et peut-être que tu as aussi une hypersensibilité, mais je sais pas si il y a un livre en français qui s'appelle Je pense trop. D'accord. Je pense que ça te plairait beaucoup. Parce qu'en fait, c'est marrant parce qu'on a quand même beaucoup de points communs. Et tu sais, il y a des gens, on parle de surdoués beaucoup. Ouais. On parle de gens qui ont une hypersensibilité. Je pense que tu en fais complètement partie. Parce que les gens les plus, entre guillemets, durs, tu vois, moi j'ai ce truc-là aussi un peu. Ouais, ils protègent une fragilité. Exactement. Et c'est les plus gentils en général. Et c'est quand tu touches la faille, c'est terminé. Et en général, c'est que les proches qui peuvent avoir cette chance, et à la fois pour nous. Ouais, voilà. Cette connaissance intime. Exactement. Mais dans ce livre, on parle de surefficience, qui n'est pas du tout le fait d'être surdoué. La surefficience, c'est de développer une hypersensibilité tellement forte que tout de suite, la personne en face de toi, tu sais à qui tu parles. Et ça, c'est de plus en plus, ça commence à se développer puisque les gens font des tests et ils comprennent pourquoi t'es différent des autres, mais tu comprends pas pourquoi t'es différent et à la fois t'es pas surdoué. Si tu fais des tests, tu vas dire bah non, je suis pas surdoué, mais t'es surefficient. Tu sais, des fois, la lumière elle est trop forte, tu vas dire elle est trop forte, les gens vont dire non. Ou il y a un goût dans un aliment et tu vas dire il y a un petit truc là dans cette viande et tout le monde va dire ah non, ça va. Et toi, tu sens le truc et t'es pas anormal, t'es juste surefficient. Donc ça, je te dis comme par rapport à ce que tu me dis. Lis et peut-être que tu vas aller faire des tests. Moi, disons que j'ai fait un parcours, je sais pas si ça existe en France, qui s'appelle Méthode Hoffman en Italie. Je crois que ça existe dans le monde entier, peut-être en France. Je sais pas. Et ils t'apprennent que toi, tu es le résultat des modèles de tes parents. Tu peux être l'opposé ou tu peux être la même chose. Et c'est une psychanalyse en 8 jours. Normalement, quand tu veux savoir quelque chose de toi, t'en as pour 2 ans. Ok. Et après, quand t'arrives à ça, tu mets des années encore pour savoir d'autres choses. Et moi, j'aime bien aller en arrière pour connaître la maman de tout. La maman de tout, ça veut dire, à la fin de la journée, si ça va pas, je cherche pas les coupables, mais je retourne en arrière et je dis, c'est quoi le moment où ça a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai senti à l'intérieur de moi-même? Parce que normalement, on interprète. Il m'a pas donné de la valeur, il m'a pas respecté, mais le mec, il a rien fait. Peut-être qu'il t'a pas dit bonjour, il t'a pas bu, et toi, tu t'es fait un film. Oui, et tu restes dessus pendant des heures. Voilà. Et ça, l'hypersensibilité, ça me faisait souffrir. Alors, j'ai commencé à me demander comment je peux changer moi pour réagir différemment. Quand j'ai fait l'Hoffman, ils m'ont appris que tu le fais une seule fois dans la vie. Tu peux pas le faire avec des personnes avec lesquelles tu as partagé des sentiments, parce que c'est très intime. Et à la fin, ils te racontent ils t'expliquent que quand tu sors, t'as changé, mais le monde, c'est le même. Ouais, bien sûr. Donc, si tu veux une réaction différente par rapport aux autres, tu dois t'approcher différemment. Oui, c'est à toi de gérer le truc. Et donc, j'essaye beaucoup de le faire, parce que quand tu parles d'hypersensibilité, beaucoup de choses qui nous font souffrir ou ils nous font du bien. Ouais. On n'arrive jamais à équilibrer cette chose. Et donc, j'ai appris à le faire. Donc, j'ai appris à être carré. Pour le faire, j'ai moins d'amis que les doigts d'une main. Ça fait toute la vie que c'est comme ça sera comme ça pour toujours. Comme moi maintenant. J'accueille tout le monde, mais je fais rentrer personne. Ouais, c'est ça, pareil. Ça veut dire que si une personne me voit dans la rue, elle me regarde, je vais vers elle, je lui parle, ça me fait plaisir. Mais après, je sors. Et je rentre dans ma vie. Et donc, je voulais savoir si tu as appris à gérer tes émotions. Oui, j'ai appris à les gérer depuis que j'ai rencontré mon mari et que j'ai eu ma fille. Ça c'est venu tout équilibré et surtout, je me suis rendu compte que, en fait, cette hypersensibilité, justement, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui te blesse, au lieu de passer à autre chose, moi, je vais cogiter pourquoi, et j'ai mal au ventre, je me dis, mais j'ai rien fait, en fait, l'injustice, pour quelqu'un de surefficient, c'est la pire chose. Quand on va te juger, qu'on va parler mal de toi, etc., ça, c'est un truc qui m'a vraiment abîmé très fort, surtout dans ces métiers, dans ces milieux, quand les gens t'entendent qu'ils parlent de toi, alors qu'ils te connaissent pas. Ça m'a abîmé profondément. Et puis, j'ai rencontré mon mari, qui est quelqu'un de très sensible aussi, mais qui est quelqu'un de très solide. Et ensuite, on a eu notre petite fille. Et en fait, c'est venu tout stabiliser. Et aujourd'hui, je suis très ancrée et je fréquente que mes amis proches. Donc, pareil, c'est sur les doigts d'une main. Les 98% m'ont déçu. Il y a des gens qui étaient là que pour ma lumière, que pour mon art. Et en fait, moi, j'ai été un peu naïve sur ça. À la fois, je me suis dit, bon,
peut-être il profite un peu, mais à la fois, comme j'aimais bien ces gens, je me suis dit, je vais faire comme si je vois rien. Donc ça, c'est des choses qui m'ont vraiment abîmée. Et j'ai un mari qui est très terre à terre, qui m'a dit, en fait, t'es dans un milieu où on prend ce qu'on a à prendre de toi. Les amis, même si évidemment il peut peut-être y avoir une exception, ils sont pas là. Donc il y a des gens que j'aime bien, il y en a que j'estime, il y en a que j'aime plus, mais plus personne rentre. Déjà chez moi, personne rentre. Ça, c'est... Parce qu'une personne qui a ton caractère, disons que ta hypersensibilité, t'es dans un monde qui fait du bruit, le monde de la visibilité, de la célébrité. Donc t'arrives pas tous les jours, tu peux avec les réseaux sociaux, t'es jamais à l'abri. Donc ton mari t'a appris à traduire ce qui se passe ou à t'en foutre et tu t'en fous vraiment? À traduire et à m'en foutre. Mais m'en foutre, ça c'est encore une autre étape. J'ai pas fini. T'es en train d'y travailler. J'ai le travail, exactement. Mais il m'a appris à me dire, en fait, qu'est-ce qui est important pour toi, en vrai. Là, t'es avec l'homme que t'aimes, t'as ta fille, t'as tes amis proches qui sont tes amis de 20 ans, 25 ans. Ma dernière amie en date qui est rentrée, qui fait partie de cette main-là, vraiment, ça fait 8 ans. Tu vois, en fait, j'ai même plus envie de me justifier sur qui je suis, comment je suis, sur ma fidélité avec les gens que j'aime, sur mon amour. En fait, j'ai tellement donné à n'importe qui, n'importe comment, que je me suis abîmée de ça. Et aujourd'hui, je veux donner toujours beaucoup, mais qu'aux gens proches qui méritent mon amour, qui est précieux, je crois. Tu vois? Normalement, je parle de l'amour à la fin. Parce que l'amour, c'est la plus belle chose de la vie. Et donc, à la fin de l'interview, je te demande de m'expliquer comment tu as connu la personne que t'aimes. Mais on va le faire maintenant. Parce que tu as parlé trop souvent de ton mari, un peu comme un guide de vie, non? Donc, pas seulement d'amour, mais même d'équilibre. D'équilibre. Et même dans ton boulot, il t'a donné exactement le balance parfait pour affronter la vie et essayer de pas la subir. On dit ça en français? Ouais, bien sûr. Mais de vivre dans un bon flow. Exactement. Comment t'as rencontré ton mari? Pourquoi t'es tombée amoureuse de lui? Alors, déjà, elle naît à un moment où moi, je sors d'un moment très, très dur parce que j'ai été très humiliée par quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal à plein d'égards. Et t'avais quel âge quand... Là, c'était... donc, ça va faire... Tu parles de la relation toxique. T'avais quel âge quand tu l'as vécu? Ah non, ça, j'avais 19 ans. D'accord. Voilà. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans et demi. D'accord. Mais j'ai eu d'autres derrière qui n'étaient pas très saines, mais sans violence, tu vois. Mais ça a été long avant de... Tu vois, pour moi, c'est depuis mon mari que je suis équilibrée et heureuse en amour, même si c'est jamais facile, évidemment. Ça veut dire il y a combien de temps? 3 ans. Ah, ok. Ouais. En 3 ans, vous avez une fille, vous êtes mariés et vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Top. Ouais, c'est... Donc à 35 ans, 34, exactement, 35 ans, tu rencontres. 35 et 36, 37, ouais, c'est ça. Mais il est dans ton milieu le boulot ou rien à voir? Non, c'est juste... Tu le rencontres où? Je le rencontre dans le sud de la France, dans un bar. En fait, c'est le moment où je ne veux pas de copains, je veux être toute seule. C'est le moment où je me reconstruis et je commence à être bien, tu vois, seule. Et je suis avec des amis et en fait, c'est pas je le rencontre comme ça par hasard. J'ai une amie à moi qui me dit j'ai rencontré un garçon, ça fait quelques semaines, j'aimerais bien te le présenter. Et je l'ai jamais vue heureuse. Donc je me dis c'est génial, présente-moi cette personne, je veux savoir qui tu fréquentes. Et en fait, cette personne qui, aujourd'hui, ils sont plus du tout ensemble, qui est aujourd'hui mon beau-frère, arrive avec mon futur mari. Et du coup, il est derrière comme ça, je le vois arriver. Bon, évidemment, il est très beau, mais je suis tellement dans ma tête pas du tout connectée à ça que je le regarde, mais je fais encore, bon, ouais, voilà, encore un beau mec, sympa, mais... Et en fait, il me connaît, il est ni impressionné, ni intimidé, ni... En fait, je suis vraiment lambda. Ça, déjà, ça attise ma curiosité. Et surtout, il n'y a pas d'expression, moi, qui capte vite l'énergie des gens. Je sens pas... J'arrive pas à capter. Et ça me dérange un peu, tu sais. Et en fait, on est au comptoir, et il me dit, est-ce que tu veux boire quelque chose? Mais tu sais, il est très pudique, et puis il est impressionnant physiquement. Je lui dis, bah oui, je veux. Tu sais, je me suis retrouvée un peu mal à l'aise. J'ai l'habitude de quand même contrôler, maîtriser de par ma personnalité. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis. Et donc, on a commencé à boire un verre, etc. et parler. Et en fait, c'est la première fois aussi que je n'ai pas senti que déjà qu'on me draguait. Déjà, il me draguait pas. Déjà, mais surtout pour qui j'étais. Il me parlait comme une personne normale, tu vois. Et on a commencé à parler, et puis il y avait 2-3 personnes dans le bar qui étaient un peu pompettes. On a commencé... En fait, j'ai vu qu'il a très vite aimé se moquer, dans le bon sens comme moi, que c'est mon métier de faire rire les gens également. Et ça m'a fait rire, parce qu'il avait une intelligence, bon, à ce niveau-là, ça m'a fait rire. Je me suis dit, c'est rare qu'un homme puisse me faire rire comme ça, alors qu'il n'est pas de mon milieu, etc. Et ça m'a intriguée, et en fait, on est resté à parler jusqu'à, je pense,
En fait, on était tous ensemble. Ils sont tous partis au fur et à mesure. Et on a parlé, je pense, jusqu'à 7h, 8h du mat. J'en pouvais plus. J'étais épuisée et on s'est plus lâché. Plus jamais. De ce jour, on s'est plus jamais lâché. Je pense que les gens qui ont été très abîmés, à un moment donné, ils s'alignent et ils se rencontrent. Et après, il y a un truc qui est hyper naturel. En fait, c'est fou parce que quand je parlais avec lui, j'avais pas cette gêne de la pudeur du premier rendez-vous, de oh là là, est-ce qu'à un moment donné, on va s'embrasser ou pas? J'avais pas ça. Je me suis dit, même si ça arrive dans une semaine. Tout était naturel. Naturel. En fait, même si ça arrivait pas, ou ça arrivait dans une semaine, c'était très cool. Enfin, il y avait, je savais qu'il y avait quelque chose, j'ai senti. Et en fait, on s'est rencontrés, on a ri, on a pleuré, on s'est parlé de nos émotions. Il y a eu un truc très étrange. Et une semaine après, moi, je travaillais sur mes musiques, etc. Lui, il habitait dans le sud de la France. Ouais. Donc, il faisait un peu des allers-retours au début. Pas très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps. Et ensuite, les gens de mon entourage m'ont dit, je t'ai jamais vue heureuse. Ah, je t'ai jamais vue heureuse, c'est quand même fort. Mais je crois que c'est vrai. Et en fait, de ça, après, on va en venir aux addictions que j'ai eues, enfin, à l'addiction surtout que j'ai eue à l'alcool pendant très longtemps. Quand je le rencontre, je sors pas tout à fait de ça. J'essaye un peu, tu vois. Et lui, en fait, un jour, je bois un whisky à 14h. Enfin, tu vois, c'était mon habitude, tu vois, malheureusement. Et puis, je bois mon verre, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je bois un verre. Il me dit, mais il est 14h. Je dis, oui, et? Il me dit, il est 14h. C'est-à-dire que là, alors il me dit, je sais pas ce que tu veux dans l'avenir, je sais pas si tu as envie de fonder une famille, si tu veux quelque chose de sain, etc. Moi, je peux pas être avec une femme qui boit à 14h. Si tu as des problèmes, on en parle, il faut résoudre ça, mais ça, c'est non. Donc, il a eu la façon de s'approcher à toi. Ouais. Ma question, c'est si quelqu'un d'autre t'avait dit la même phrase, Non. tu l'aurais envoyé chier. Mais bien sûr, mais mon ex-copain, je pouvais boire ce que je voulais, s'il me disait, tu bois trop, je lui disais, mais si t'es pas content, tu t'en vas. Et lui, tu t'as su l'écouter. Tout de suite. Alors évidemment. Ça t'a aidé un petit peu à bien sûr. à faire un nouveau chemin? Bien sûr. Après, je pense que l'idéal serait que je ne bois plus jamais. Je ne bois plus jamais. Je pense que ça arrivera un jour. Mais en vrai... Ouais, mais arrêter net un truc du soir au lendemain, ça crée un trauma et Exactement. tu vas en avoir encore envie. Donc, tu le fais tout doucement. Tu prends ton temps. Exactement. Et là, je suis quand même dans une phase de ma vie, tu vois, à mon âge. Quand je bois un verre, je sais que j'en bois maximum 3. Okay. Tu vois, je me dis ça, entre guillemets. Et si par contre, c'est récurrent, où je sens que pendant 4, 5, 6 jours... Tu le fais de suite? Ouais, soit moi, je me dis, oh là là, c'est chaud, soit lui va me dire, par contre, là, t'as vu? Là, cette semaine, là, t'y allais un peu. Même si c'est pas... Il utilise toujours la même façon de te dire les choses? Gentiment, comme... gentiment. C'est pas gentil, c'est efficace. C'est ferme, efficace, mais avec amour. Avec amour. C'est protégé, il n'y a pas de jugement. Non, pas du tout. Toujours, il le fait toujours de la même façon, de 3 ans à aujourd'hui. Je sais pas si on dit comme ça. Oui, de maintenant d'avant à maintenant. Ouais, c'est marrant, mais ouais. Et en vrai, et puis c'est quelqu'un qui est assez dur, mais moi j'ai besoin de ça. Parce que j'aime pas qu'on me brosse dans le sens du poil, etc. Mais il me protège parce qu'il me dit toujours, tu sais, je sais qui tu es. Moi, je sais qui tu es. T'es quelqu'un de gentil, t'es intelligente, t'es forte. Tu es une grosse travailleuse, etc. Il faut pas qu'à cet endroit-là, quand tu vas boire des verres, on vienne te décrédibiliser ou parce que d'un coup, t'es un peu éméché. Bon, c'est rarement le cas, mais tu vois, il me dit, je veux pas que ça arrive. Je ne veux plus que ça arrive. Ça, tu le faisais avant, tu faisais la fête, ça t'a causé du tort. Donc, aujourd'hui, ça doit plus arriver. Voilà. Et du coup, c'est vrai que quand c'est quelqu'un que t'aimes absolument, tu l'écoutes. En fait, c'est que ça. En fait, je pense que il y a que l'amour qui fait que tu peux, d'un coup, avoir une vie beaucoup plus saine, être plus heureux, etc. Je pense qu'il y a que ça. T'as compris que tu l'aimais parce que tu l'écoutais? Ouais. Ouais, je pense en partie. Et qui me faisait beaucoup rire aussi. Ça, c'est pas commun. Mais ouais. Je me suis dit, j'ai pas écouté... je crois que dans aucune relation, vraiment, j'ai écouté J'en ai pas eu énormément. Mais le peu que j'ai eu qui était pas très belle, pour la plupart, ça m'intéressait pas. Après ta relation de 2 ans et demi, quand tu avais 19 ans, on en parlera si tu voudras dans quelques minutes. Sûr. Ça t'a enragé dans les regards des hommes, c'est-à-dire t'as commencé à les dominer après, t'as commencé à pas te venger parce que tu le faisais pas exprès sur la personne, mais c'était pour te protéger. Ouais. Donc t'as toujours été très dur après? Très dur. C'est fou d'analyser ça, c'est bien analysé, on me l'a jamais dit comme ça. Ouais, j'ai toujours été un peu en vengeance et après ce qui se passe, c'est que j'ai été méchante plusieurs fois parce que je souffrais beaucoup. Tu le faisais pour pas souffrir toi-même, donc tu les faisais pas rentrer, donc tu les gardais à distance. Exactement. Mais surtout, je m'en suis excusée sur les dernières... des fois, c'était même pas forcément... un exemple, je faisais un restaurant
Et en fait, je me rendais compte que la personne ne m'intéressait pas. Et peut-être que, au lieu de dire tout de suite, écoute, vraiment, c'est pas possible, tu vois. Peut-être que s'il m'envoyait un message, je disais, enfin, genre, ça va, oui. Et je laissais rien derrière. Et ensuite, il me disait, bon, on va se voir, je sais pas. Tu vois, tu vois, comme si j'avais besoin de me venger un peu d'un truc. Ou de pas te sentir seule parce que tu t'es senti peut-être très seule quand t'as souffert. Tu donnais plus de valeur à toi-même. Bah, surtout après cette relation, c'est la pire. T'as 19 ans, donc tu deviens une femme. Et d'un coup, on te détruit physiquement. J'étais très maigre, j'avais perdu 15 kilos. Enfin, j'étais rien. Enfin, il se passait plus rien. Il a fallu vraiment du temps pour me reconstruire. Tout intellectuellement, sociabiliser, redevenir une femme, tu vois, avoir retrouvé un corps de femme que j'avais pas vraiment parce que j'avais un corps de petite fille parce que j'étais mince très très longtemps, mais me sentir à ma place et pas impressionnée par un homme et pas, enfin, ça a été très très long, hein. Vraiment, je me sens bien, vraiment que depuis là, depuis peu de temps, donc c'est tard quand même. Donc cette relation toxique, elle commence il y a plus ou moins 20 ans, t'as 38 ans, t'avais 19 ans. Ouais. Comment tu le connais? On est au lycée ensemble. D'accord. On est au lycée ensemble, c'est un lycée professionnel. On est en bac pro commerce. Dans quelle ville? À Paris. D'accord. À Paris. Et en fait, c'est quelqu'un que je vois. En fait, c'est tout ce que je déteste. C'est fou d'ailleurs. Et ça, c'est. Donc l'opposé t'a attiré, on dit? Ouais, alors qu'au départ, en fait, vraiment, quand je le vois, je me dis, physiquement, il est beau, d'accord? On s'en fout. Il est kéké un peu, il est m'as-tu vu. Ça veut dire quoi, kéké? Kéké, c'est, tu sais, je veux montrer mon beau pantalon, ma belle marque, etc. Je fais une belle coiffure tout le temps. Je suis tout le temps sur mon 31, mais c'est très superficiel. Et il était quand même intelligent. Parce qu'il Donc un peu narcissiste, on dit? Ah oui, oui. D'accord. Et à la fois pervers narcissique complètement. Mais tu vois, famille qui a de l'argent, il parle 3 langues couramment. Il est intelligent. Donc une personne fascinante. Oui, mais au départ, vraiment, quand je le vois, c'est de la détestation. C'est tout ce que j'aime pas. Kéké, c'est vraiment le gars qui... Ah, salut, ça va, t'es nouvelle, toi? Ouais. Tu m'attires pas du tout. Et une fois, 2 fois, 3 fois, en fait, il m'a eu à l'usure parce que je le calculais pas. Et je pense que ça a dû, dans son fantasme de pervers narcissique, ça a dû l'exciter un peu. Parce que dès qu'il venait me voir, je disais vraiment, j'ai pas envie de parler avec toi. Et il a réussi tout doucement à m'avoir un jour en se posant à côté de moi. Il me dit, mais pourquoi t'es dur comme ça? Je lui dis juste, tu m'intéresses pas. Il me dit, mais je sais pas, j'aimerais te connaître, moi. Savoir qu'est-ce que sont tes passions. Disons que ce qui t'a fait un peu craquer, je veux pas le dire de ce côté-là, mais dire, qui t'a fait céder, on dit. Si, céder, hein, clairement. Ça veut dire quand tu vois une personne qui est dure, qui fait le beau gosse, qui fait la grande gueule, et tu le vois doux, tendre. Ouais. Le contraste, il dit, tout ça, c'est pour moi. Exactement. Donc, et après, comme t'es en manque de confiance de plein de choses, déjà, même sans avoir vécu de relations avec de la violence, etc., bah, tu te dis, ah, ok, il s'intéresse, alors que bon, il m'intéresse pas au départ, et tout doucement. Vous avez le même âge? On a le même âge. Et il m'emmène manger, puis c'est des petites choses un peu mignonnes, une petite fleur, un petit machin, et tout doucement, et puis après le drame. Après le drame, il commence combien de temps après? 1 mois et demi après. Ok, j'aimerais bien y rentrer parce que j'ai vécu avec, disons, sans rentrer dans les détails, j'ai vécu et entendu des histoires assez similaires. Et la chose étonnante, qui est pas du tout étonnante, c'est que quand t'es dedans, c'est quand tu le regardes de l'extérieur comme maintenant, ou si une amie ou à toi en parlait, elle dit, tu t'en vas, mais tu réussis pas à le faire. Non. Et donc, One More Time, ça sert aussi pour donner des exemples aux personnes qui revoient dans ta vie la leur, mais ils sont dedans. Bien sûr. Et ils ne connaissent pas les solutions. Et normalement, les solutions, c'est se faire très mal. Et tu peux te faire beaucoup plus mal que... Ça veut dire que tu peux arrêter à un certain moment. Tu dis, bon, stop, ça, c'est pas une vie. Et donc, j'aimerais bien que notre conversation puisse servir comme un instrument, un tool, bien sûr. Pour aider les autres. Donc, j'aimerais te reconnaître les moments où ils te piègent, où tu te sens dans un endroit où il n'y a pas de sortie. Bah, il me piège très vite parce que déjà, la première fois que ça arrive, on est à l'étranger avec que sa famille. En fait, nous étions à l'étranger. Il m'avait invité 1 semaine avec sa famille, etc. Et en fait, un jour, il compare sa grand-mère, qui a travaillé toute sa vie parce que même âgée, elle ramassait, tu vois, les marrons, etc. Enfin, à mes grands-parents qui ont vécu les camps de concentration. Et je lui expliquais que tu peux pas comparer une dame qui a travaillé toute sa vie à mes grands-parents qui ont été déportés, qui ont vécu les camps de concentration et qui ont travaillé toute leur vie. C'est
très déplacé et t'as pas conscience que tu parles de des gens qui ont vu la mort tous les jours, qui auraient pu y rester, sinon je serais pas là. Tu te rends pas compte. Et en fait, comme c'était une relation très récente et que je suis jeune et puis j'ai ma fierté, tu vois, au bout d'1 mois et demi, tu peux pas pleurer devant la personne. Donc je dis ok, je sors vite fait prendre l'air. Et donc je sors prendre l'air. J'appelle mes grands-parents en France, c'est quand même ma base, hein, et je leur dis, je vois tout va bien, est-ce que ça va, mamie, ça va, tout le monde va bien. Je pleure un petit peu après. Toute seule? Toute seule. Je me suis sentie un peu vexée. Pour te défouler un petit peu? Parce que déjà, je trouvais que c'était pas très délicat, mais je me suis dit, bon, on sait pas à ce moment-là. Et je re-rentre avec sa grand-mère qui parlait pas du tout français. Je comprends, elle me dit, mais t'étais où? Mais je la vois un peu paniquée. Et je lui dis, juste là, hein, dans le petit recoin de la maison. Ce que je savais pas, c'est qu'on voyait tout sauf le coin où j'étais. Et il me dit, il te cherche. Je lui dis, voilà, je suis là, quoi. Et il arrive, et en fait, de loin, j'entends, elle est où cette salope? Et moi, dans ma vie, personne ne m'a jamais insultée. Jamais. Mon père, c'est la personne la plus gentille, tu vois. Je crois qu'il m'a jamais mis une claque, peut-être une fois dans ma vie. Et, enfin, tu vois, genre... Et moi, je fais... Tu sais, j'ai un rire de... C'est une blague. C'est impossible qu'on me manque de respect, parce que ça n'existe pas, le manque de respect chez moi. Et il arrive devant moi, et il me redit, t'étais où, salope? Et je rigole nerveusement, parce que devant sa grand-mère, très humiliant. Et même si elle parle pas très bien français, on comprend, c'est des mots qu'on comprend. Hein. Et je lui dis, mais tu me parles pas comme ça, en fait. Il me dit, lève-toi. Il me met une gifle. Devant sa grand-mère. Devant sa grand-mère. Et en fait, tu sais, le choc fait que t'es comme un robot, tu te lèves. Et je sais pas quoi faire. Et en fait, il me dit, sors comme ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, en fait, je réalise pas, j'ai pas encore c'est pas la peur à ce moment-là, c'est un choc de, est-ce que j'ai un choc de je sais pas où je suis. Il me fait monter les marches d'escalier parce que ça allait dans la chambre. Et il me fait une béquille, tu sais, c'est quand tu mets un coup dans, voilà. Là, je tombe sur le lit et en fait, je pars en fou rire nerveux, je pense, parce que j'ai eu le choc. Et je le regarde droit dans les yeux, je lui dis, tu sais que quand je rentre là en France, c'est terminé. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je lui dis, t'es complètement fou. Je lui dis, dans ma vie, on m'a jamais manqué de respect, on m'a jamais fait de mal, on m'a jamais tapé, j'ai jamais eu de problème de quoi que ce soit. Je lui dis, c'est terminé. Je lui dis, et je ris, mais tu sais, je me dis, mais en fait, c'est pas prétentieux, mais je me dis, on peut pas me manquer de respect à moi. Je suis trop gentille. Enfin, je veux dire, même on peut pas faire ça à personne, mais enfin, j'étais choquée. Tu vois, je reviens. J'ai pas provoqué ça, je me mérite pas ça n'existe pas. Et j'ai rien fait, quoi. Je suis juste allée téléphoner en fait, c'est là que la culpabilité, elle commence. Et là, il me regarde, il commence à pleurer. Bon, après, tu connais la technique, mais au début, tu sais pas. Il commence à pleurer, il se met, il veut m'embrasser les pieds. Je lui dis, mais t'es ridicule. Je lui dis, mais relève-toi, t'es ridicule. Il me dit, mais s'il te plaît, me quitte pas. J'ai dit, si, c'est terminé, c'est terminé. Et il restait 2 jours. Et j'étais un petit peu malade, déjà, j'étais pas très bien. Il restait 2 jours, et sur le retour, je me sens très mal dans la voiture. Je commence à faire un malaise vagal, je sais pas si tu vois ce que c'est. Malaise vagal, c'est quand t'as des gros spasmes, des sueurs froides, bouffées de chaleur, et que tu peux, sans entrer dans les détails, te vider de part et d'autre, bon, tu vois, sans pouvoir retenir. Et je sens que le malaise arrive, et lui dort, comme si c'était... Vous êtes vous deux, ou il y a ses parents? Non, il y a ses parents et son petit frère. Je voulais te poser une question par rapport à ses parents. Est-ce qu'un des deux lui ressemblait beaucoup? Son père était très violent. D'accord. Mais moi, je l'ai jamais fait ça, mais j'ai vu les trous dans les portes. Les trous des têtes qui tapaient de ses fils. Lui, fils unique? Les deux. Non, les 2 frères. D'accord. Lui et son petit frère. T'as jamais vu son père le frapper? Non. Mais lui, il était fils de cette... je l'ai entendu crier, genre, il faisait semblant devant moi, le père. Ouais. Semblant de faire quoi? Semblant d'être gentil, oui, oui, mais moi je le voyais. Je le voyais très vite, j'étais pas à l'aise dans sa présence. Lui, il a appris ça dans sa famille. Exactement. Son père était comme ça avec lui, Exactement. et lui, il a répliqué. Exactement. Vous rentrez en voiture, lui dort, et qu'est-ce qui se... toi, t'as peur de vomir dans la vie? Oui, je suis hémétophobe. Ok, ouais. J'ai vu ça quand tu m'en as parlé avant. Ouais. Mais non, en fait, donc du coup, sa mère, je lui dis, est-ce qu'on peut s'arrêter? Et déjà, son père dit, non, faut attendre un peu. Et là, je dis non. Faut pas attendre, en fait, c'est maintenant, je vais faire un malaise. Et j'ai pas envie de lui dire, il faut que j'aille faire caca. Vous voyez, là, c'est un peu cru, mais je peux pas dire ça à quelqu'un, c'est mal élevé, voilà. Donc je dis, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Et en fait, j'ai même pas le temps d'aller en fait, il y avait de l'herbe, je m'en souviens toute ma vie, et je tiens même plus debout. Et en fait, j'arrive pas à me retenir, donc je suis en humiliation de ce que j'ai vécu là, 2 jours avant, que je peux pas dire,
Parce que là, à ce moment-là, personne... Tu peux pas dire à eux, à ses parents? Bah oui. Et à la fois, sa mère, elle me tient les mains pendant que moi, je suis en train de me vider. Il n'y a pas plus humiliant comme situation. Elle me dit, mais c'est pas grave, Camille, c'est pas grave et tout. Et j'arrivais plus à marcher, je pouvais plus me retenir mes jambes, j'étais au bout. J'ai eu un gros choc, quoi. Ça commençait là. Et de là, j'ai commencé à perdre beaucoup de poids, j'ai commencé à beaucoup maigrir. Et pareil, il est venu... quand on est rentré en France, on était dans le même lycée. Je le calculais pas, 1 semaine, 2 semaines. Et au bout d'un moment, il venait tous les jours en bas de chez moi et on s'est remis ensemble comme ça. Et c'est monté crescendo, ça a été de pire en pire, dans l'intimité, dans... Dans l'intimité, ça veut dire qu'il voulait coucher avec toi, il Ouais. voulait faire l'amour et toi tu voulais pas, Exactement. et donc tu te sentais obligé? Bah, j'avais pas le choix. Ouais. Moi, T'avais pas le Bah choix. non, quand la personne en face de toi, elle fait 120 kilos et que toi, t'en fais 40, c'est un peu compliqué Et puis, il y avait toujours un moment où tu sais pas si t'es jeune et s'il y a quelqu'un à côté, etc. Enfin, c'est terrifiant. Mais quand ça arrive la première fois, que t'as plus envie de lui et tu te sens obligé, le jour d'après, où t'es libre, plus ou moins, disons que tu peux faire un peu ce que tu veux, mais Ouais. t'as pas peut-être la force mentale de le faire parce que lui, psychologiquement, il a su te mettre dans un Exactement. coin. T'as jamais eu envie de partir ou Si, t'avais tout le envie de temps. partir, mais qu'est-ce qui te retenait là-bas? La peur, la peur, c'est le premier truc. Qu'ils viennent te chercher? La peur, qui me tape, qui me fasse du mal. Ouais, mais quand t'étais plus avec lui le jour d'après, que tu pouvais rentrer chez toi. Ah, tu veux dire... Ah non, il venait. Il venait en bas de chez moi par surprise. D'un coup, je suis chez moi, il est 20h et hop, je suis là. Mais si t'avais dit ça à ton père, exactement dans Mais- ces moments-là, il aurait pu te défendre? Non. Parce que dans la tête, si tu connais pas quelqu'un de plus fort de la personne qui est en train de te faire peur, alors là, tu te sens que tu vas te faire soumettre parce que tu sais pas à qui demander. J'ai des amis qui étaient très, très costauds. Mais tu l'as pas fait. Je leur ai dit, mais pas tout de suite, je leur ai dit au bout d'1 an, mais ils m'ont dit... C'est des amis qui m'ont dit, écoute, choisis bien ce que tu dis parce que si nous, on lui fait quelque chose, il revient pas. Donc je savais de part et d'autre ce qui pouvait se passer. En fait, un pervers, il arrive à faire en sorte que même s'il te fait du mal, tu veux pas qu'on lui fasse du mal. C'est ça qui est terrifiant. Et surtout, je me suis dit, je peux pas être responsable de ça alors que moi, c'est moi qui vivais toutes les misères. Mais mes amis m'ont bien dit, on va te le proposer une seule fois. Après, tu pourras pas te plaindre de... Mais c'était pas méchant, c'était plus une fois. Si tu reviens, c'est qu'on on te laissera faire ton parcours et ton processus toute seule. Donc non, plusieurs fois. Et mon papa, non, c'est quelqu'un qui... Tu vois, quand je lui ai dit, il était... C'est quoi le moment plus bas que t'as touché dans cette relation? C'est quand tu te retrouves dans un appartement, il te tape longtemps, tu te pisses dessus, dans un pyjama d'enfant avec des petits nounours et tout. Et putain. Mais moi aussi, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues. Mon père, il m'aimait, mais il m'a frappé énormément. Ok. Et c'était très humiliant, surtout quand il le faisait devant les autres. Et donc, quand elle allait à l'école avec des signes et tout, tu mentais. Bien sûr. Et ce que j'ai appris grâce à la méthode Hoffman, c'est que son père, il l'a élevé comme ça. Et il l'a beaucoup frappé. Et lui, moi, j'étais l'aîné, donc 3 frères. J'étais un peu rebelle. J'avais pas assez de force pour jusqu'à 13-14 ans pour le contraster. Donc, c'était terrible. Bien C'était sûr. terrible. Et il y avait des fois où il me déchirait la chemise. J'étais vraiment, j'avais honte de sortir, de tout faire. Et personne ne me défendait. Bien sûr, c'est le pire. Ça m'a donné un grand sens de justice quand j'ai grandi. À chaque fois que je voyais quelqu'un qui subissait, on dit. Oui, bien sûr. Je me mêlais toujours de choses même assez dangereuses, mais qui me regardaient pas, mais c'était plus fort que moi. Ouais, bien sûr. Parce que j'aurais aimé que quelqu'un le fasse Passe pour pour moi. toi. Et puis, mon père, il est mort il y a 20 ans. Et quand il est mort, j'avais aucun bon souvenir. Et j'ai dû voler les beaux souvenirs de mon petit frère. Parce que mon petit frère Lorenzo, le plus petit, il a presque 10 ans en moins que moi, il a vécu un autre père. Ok. Mon père ne l'a jamais frappé. Celui qui est au milieu de nous deux, il a pris une gifle, comme toi par ton père. Mhm. Moi, j'en ai pris le martinet, la ceinture, il cassait les pieds des chaises, donc c'était violent. Ouais. J'étais sûrement un enfant qui lui donnait du fil à tordre, je sais pas si on dit comme ça, mais bon, c'est pas une bonne raison, mais lui connaissait pas une autre façon de m'apprendre l'éducation, disons, on va dire ça. Et je l'ai pardonné, maintenant qu'il est mort, j'avais besoin de le faire. Et quand Bien je t'ai sûr. vu pleurer, à chaque fois que je voyais un film, moi j'arrive pas à pleurer, mais à chaque fois que je voyais un film avec un père et un fils dans n'importe quelle situation, je pleurais. Et donc j'ai dit, j'ai un air trop découvert, je souffre, il faut que je résolve cette chose avec moi-même. Et la première chose, c'est pardonner. Moi, je ne juge pas, je pardonne tout le monde, mais je le fais
pas pour les autres, je le fais pour moi-même. Bien sûr. Et là, j'ai pas eu la possibilité de me confronter avec lui. Ça faisait 5 ans qu'on se parlait pas. Et lui, quand il est mort, j'étais avec lui, je lui ai tenu la main et les 5 dernières minutes, après, il a pleuré, il est mort, il s'est laissé aller. Mais je vais pas rentrer maintenant dans les détails. Mais avec toi, en tout cas. Il est parti avec toi. Avec moi, donc il m'a fait confiance. Il voyait en moi-même ce qu'il était lui quand il était petit. Donc j'ai compris beaucoup de choses après. Ça a été violent. Bien sûr. Ça m'a créé des traumas vraiment très importants. Mais je l'ai pardonné. Et donc, quand je t'ai vu dans cet état, et je suis désolé. Non, c'est pas grave, je te finirai l'histoire. À certains moments, le fait de pleurer, le fait de la voir, de la regarder vraiment à l'intérieur, je pense qu'à l'intérieur de la souffrance, il y a toujours des beaux messages pour nous. Moi, j'ai souffert d'attaques de panique il y a 2 ans. Après, c'est parti, après 1 an. Et ça a recommencé cet été, au mois de juillet. Ok. Et donc, je m'échappais. Donc, j'ai un psychologue qui m'a appris à les gérer, c'est-à-dire quand ça arrive. Sans que ça monte. Sans que ça monte. Et après, j'ai appris que si tu peux, ça veut dire si t'es pas au milieu des gens, tu le fais monter au maximum, après ça va descendre. Et quand ça monte au maximum, tu te rends compte que c'est rien. Et oui, c'est ça, mais il faut bien respirer quand même. Hein. Ouais, mais c'est beaucoup de choses. Tu peux avoir je sais pas comment on dit, le formicoli, les fourmis à la pointe des doigts, le cœur qui bat fort. C'est une crise d'angoisse. Voilà. J'en ai fait beaucoup, c'est normal. Voilà, et la tête qui tourne, plein de choses. Ouais. Mais c'est toi qui vas activer ces choses pour peur parce que tu veux pas réellement regarder le message qui arrive. Oui. Et mon psychologue, cet été, il m'a dit, tu dois les vivre. Et je lui dis, mais quand? Non, quand ils arrivent, tu dois les vivre. Ah oui. J'ai dit, comment je fais? Et un jour, je vais chez lui et j'ai une attaque de panique devant lui. Ah, c'est énorme. Enfin, c'est énorme, mais tu vois ce que je veux dire, qu'il voit le moment où toi, voilà. tu... Ouais. D'un côté, j'étais rassuré parce que je disais, il est là. Et de l'autre côté, il me dit, ne parle pas. Tu t'assois. Et moi, je parlais parce que j'avais besoin de me distraire pour sortir de ce cauchemar. Ouais, bien sûr. Et là, j'ai compris ce que ça veut dire s'échapper de la souffrance. Les jours d'après, j'avais toujours ce truc-là au milieu qui devait se défouler. J'avais besoin de l'amener au maximum. Et donc, je le fais. Et c'est bon, j'ai plus d'attaque de panique. Mais ça m'a appris une chose très importante. Quand dans la vie, t'as une mauvaise nouvelle, si tu vas réagir à la mauvaise nouvelle, ça peut seulement être pire. De toute façon, si tu regardes ce qui va se passer, tu peux aller même te coucher et retourner sur le sujet le jour d'après, parce que de toute façon, tu peux rien faire. T'es pas lucide. Sûr. Il y a vraiment des messages incroyables. Moi, dans ma vie, dans mon business, dans mes trucs, à chaque fois qu'il y avait une mauvaise nouvelle, j'étais agité, j'étais sur un ring. Et quand j'ai commencé à me rendre compte de ce qu'il y avait à l'intérieur comme message, et lui laisser le temps de me montrer un nouveau chemin, ça a été incroyable. Ouais. Et donc, moi, j'aime parler de ce que tu es en train de me raconter pour donner des exemples, mais même pour toi-même, parce qu'à un certain moment, j'ai vu une interview, j'ai vu un morceau où tu as parlé d'une façon très détaillée de ça. Oui, c'est le 7 à 8. Je ne connais pas encore, maintenant je vais m'y mettre les programmes français, mais oui, donc voilà, c'est la seule fois où j'en ai parlé. Et donc, je t'ai vu complètement dedans, avec tes émotions, et ça fait du bien. Ça fait du bien pour toi-même parce que exactement comme maintenant je vais te faire raconter, mais quand tu m'as dit je vais à la fin du récit, on dit. Oui. Où tu dis il vient me chercher à la gare, je vais en Angleterre, blablabla. Oui. Et je le vois et je me rends compte que c'est fini. Ça veut dire il a plus de force sur moi. Exactement, plus d'emprise. Il a plus d'emprise sur moi. Et c'est là que j'aimerais que je voudrais pas que tu y arrives. C'est pas que j'aimerais que tu y arrives. Ce serait bien que tu y arrives, c'est-à-dire parler de ça. Et à un certain moment, vraiment, ne plus avoir d'émotion parce que tu te rends compte que c'est comme quand tu dis, dans ma jeunesse, j'ai fait cette connerie. Oui. C'est formateur. Et voilà, c'est la Camille d'aujourd'hui, elle a 38 ans et elle a les couilles parce qu'elle a souffert. Je me dis juste qu'en fait, tu vois, sur ce sujet, je pleure plus de pleurs. Mais j'ai, en fait... tu revis ces moments. Cette scène-là, surtout. Ouais. C'est cette scène, tu vois, particulièrement. Tu vois, il y en a eu beaucoup d'autres, et il y en a peut-être eu des pires, mais cette scène-là... Elle t'a touché plus que les autres. Elle m'a tellement... J'ai cru que j'allais mourir ce soir-là. Elle m'a tellement humiliée de... En fait, c'est la petite Camille qui me fait... Enfin, petite, j'avais 19 ans, mais quand même, qui me fait de la peine parce que je me vois dans le petit pyjama avec les nounours, dans mon pipi, tu vois, et je dois tout enlever, et je suis par terre, je peux pas me laver, et je peux pas bouger. Sinon, parce qu'il t'ordonne de pas le faire. Sinon, je venais déjà de prendre pas mal de coups. Et du coup, je suis très humiliée. Et là, comme je te dis, je fais beaucoup de malaise, vago, etc. L'angoisse fait que soit c'était des crises d'angoisse dont tu parlais, soit des malaises vagos. Et donc, je sens qu'il faut que j'aille aux toilettes. Et je me dis, si je me lève, est-ce qu'il va entendre, etc. Et il s'endort genre 5 minutes après, je vais aux toilettes. En fait, je laisse dépasser mes pieds et je regarde dans quand la porte, l'entrebâillement. Ouais. Et je regarde et je vois qu'il fait genre...
Et pas là, et il regarde si je suis pas partie. Donc il allonge son bras pour voir si t'es là. Exactement. D'accord. Et il regarde, et j'ai fait exprès de laisser mes pieds nus dépasser de la porte pour qu'il voit que je suis aux toilettes. Et donc il fait semblant de se rendormir. Et quand je reviens m'installer tout doucement, je fais exprès de mettre ma tête par terre. Mais en fait, c'est un matelas, et donc c'est pas très haut. Mais je suis quand même par terre. Je suis sur le plancher, quoi. Et en fait, je me mets exprès ma tête face à lui, mais je te jure, tu sais, quand je ferme les yeux, j'ai envie de faire ça parce que j'ai peur de me prendre un coup, quoi. Donc, j'ai eu très longtemps peur quand on passait devant moi. Tu vois, j'ai souvent eu des mouvements de... Moins maintenant, mais ça a duré très longtemps. Et en fait, il m'a attrapé, il m'a pris dans les bras comme ça en me disant « Viens là » avec les petits noms dont il m'appelait. Là, je me suis dit oh, c'est horrible. C'est vraiment, je suis dans une spirale infernale. C'est pour ça que je te dis, on va revenir à sa maman. Quand je suis sortie de ça, de cet appartement, en fait, sa mère travaillait plus bas. Je me retrouve devant elle, on ouvre la porte, dans le drap, parce que j'ai plus de pyjama, machin. Elle me dit, ça va, t'as bien dormi? Mais moi, j'ai pas vu mon visage encore. Donc je dis oui, puisque j'ai pas envie de dire quoi que ce soit. Et je me retrouve dans la salle de bain, et je me regarde devant la glace, et je vois que je suis tout en hématome, toute l'oreille là, jusque dans le cou. Donc moi je me dis, oh, ma mère, quand je rentre, qu'est-ce que je vais dire? Faut que je trouve tout de suite un truc. C'est tout de suite, il y a pas de... Et en même temps, j'ai envie d'hurler déjà de comment sa mère, elle peut rester si stoïque, si neutre, si... Et elle me dit, tu restes pour manger? Je dis non. C'est là que j'ai commencé à sentir que la folie, elle pouvait arriver, que j'étais capable de tuer. En fait, tu sais... Tu l'as jamais pensé? Ah si. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Je suis trop honnête, et puis j'aime trop les gens, la vie. Mais en fait, quand on te fait beaucoup de mal d'un coup et que tu peux rien faire, t'as une pulsion qui fait que tu peux le faire. Si le couteau est à côté de toi à ce moment-là, ou le flingue ou quoi, tu peux le faire. C'est pour ça que quand je vois des femmes qui se retrouvent à tuer leur mari et qu'elles sont en prison, je comprends pas. En fait, ils te mettent dans cet état d'hystérie parce que tu peux rien faire, et tu ne peux rien faire, tu peux pas bouger, on te fait mal et machin. Donc si à ce moment-là, c'est à proximité. Et il y a eu plusieurs fois, déjà là, à ce moment-là, je me suis dit... Lui, il a jamais senti que tu aurais pu le faire? Bah si, il m'a vu avec 2 couteaux une fois quand même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfermé dans la salle de bain. Donc il a senti là qu'il l'avait mis. Et après, il s'est mangé? Non, pas pour ça. En fait, quand il a vu que j'avais pas peur à ce moment-là, parce qu'en fait, il m'a mis dans cet état de... C'était après le soir que tu viens de me raconter, ou avant? C'était après, pas le lendemain, mais c'était dans un mois après. Une période après. Une période après. De toute façon, plus le temps avançait, plus j'en pouvais plus de toute façon. Mais ça, je me souviens que je me suis habillée. Sa mère me dit, tu restes manger? Je dis non. Il dit si. Et je l'ai regardé, j'ai dit non. Mais je pense que dans mon non, il était tellement sans peur de vraiment, là, si tu me dis oui, c'est terminé, là, je sais pas quoi faire, mais... Et je suis sortie à l'arrêt de bus et j'ai hurlé. On a dû me prendre pour une folle. J'ai hurlé, j'ai pleuré, tu sais, j'arrivais plus. Je me suis dit, mais comment moi je peux vivre ça? Et je pensais tout le temps à ma maman. Tu vois, je me disais, mais on a tellement été bien élevés. Elle m'a tellement appris à respecter les gens, les valeurs, la tolérance, etc. Elle serait tellement déçue que ça m'arrive à moi, ça, et elle serait terrifiée. C'est quelque chose, elle s'en remettra jamais, tu vois. Elle en a beaucoup pleuré. Elle se sent responsable alors qu'elle l'est absolument pas. Et je lui ai toujours dit, je lui ai bien répété. Mais c'est vrai que, tu vois, cette personne qui m'a fait tout ça, ce qui est fou, c'est qu'elle doit me voir tout le temps. Vu que je suis plutôt connue en France, que ce soit à la télé, les musiques, il a ma voix tout le temps. Il doit dire aux gens des mensonges. Il a jamais essayé de rentrer dans ta vie dans ces 18 dernières années? Je l'avais recroisé, je crois... Par hasard? 4-5 ans par hasard, quand j'étais serveuse. Tu travaillais pas encore dans le monde Non. On dit le monde du spectacle? Ouais, le monde du spectacle. Okay. Et c'est vrai que j'avais été très... Froide. Ouais, c'est bonjour, ouais, salut. Un fantôme, tu lui as pas donné de valeur? Non, zéro valeur. Donc tu l'as tué? Ouais, zéro valeur, mais je l'ai quand même parlé. Je me dis, il a quand même... Enfin, tu vois, j'ai quand même dit, ouais, bonjour, ça va? Ouais, toi, ça va? Normalement, c'est improbable. J'ai quand même... Je me suis dit, c'est là où... Et c'était une bonne arme? Ouais, je pense qu'il a vu qu'il y avait rien à faire, quoi. Il commençait à me dire... il essayait de me faire des compliments et me parler peut-être de ses relations, ou je sais pas, dire qu'il avait une copine ou quoi, mais ça me faisait rien du tout. Enfin, vraiment... Et après, stop. Stop. Jamais. Il a pas essayé de t'envoyer un texto, rien? Non, pas de numéro, rien. Il avait pas ton numéro? Non. Comment t'as fait dans cette relation à couper? Je suis partie en Angleterre. 1 an.
Elle a étudié en Angleterre? Ouais, je suis partie pour... Et ta mère a fait... J'avais lu qu'elle avait, elle avait fait des dettes. Ouais, elle avait pris un crédit pour que je puisse partir. En fait, j'ai dit à ma mère, et j'ai un ami de ma classe qui me dit, je vais aller en Angleterre. Je dis, ouais, j'ai trop envie. Et ma mère me dit, ok, c'est quoi, c'est combien, c'est où? Ok, pars avec ton pote. Et ça m'a fait du bien parce que là-bas, il m'appelait très régulièrement, il m'envoyait des messages. Tu savais où t'étais? Non, pas exactement. Tu lui as jamais donné l'adresse? Non, jamais. Okay. Et il me disait, je vais me suicider. Je dis, bah, suicide-toi. Parce que ces hommes-là, ils sont lâches. Ils s'aiment trop pour pouvoir se faire du mal. Donc je disais, bah vas-y, il me dit, je vais prendre une corde, je vais prendre tout ce que tu veux. Et en fait, peu de temps avant, il savait quand je rentrais. Il m'envoie un message pour me dire... Il le savait parce que tu lui disais? Oui, bien sûr. Mais parce que j'étais dans un truc de... Il fallait que je vérifie aussi. Si j'étais vraiment guérie, si j'avais pas juste esquivé le fait que je sois à l'étranger. Et il me dit, je peux venir chercher? Je dis, bien sûr, y a pas de problème. Mais t'attends à rien, par contre. C'était aussi pour me rassurer. Et quand je l'ai vu arriver à la gare, je me suis dit, mais en fait, tu sais, quand t'es extérieur à tout ça, tu te dis, comment... En fait, celui que j'avais vu, tu sais, au départ, le kéké qui roule des mécaniques comme ça, avec sa coupe... Enfin, tout est trop parfait. Tu voyais autre chose. Et je me dis, là, j'ai vraiment vu ce kéké-là. Ouais, je voyais... Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai vécu tout ça, tout cet enfer pour ça, pour cette personne. Et là, t'as coupé pour toujours? Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est terminé, je ne t'aime plus. Je lui ai dit comme ça. J'avais pas peur, j'avais rien. Et on ne se reverra plus jamais. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Quand t'étais en Angleterre, comment t'as fait à guérir? T'as pensé à quelque chose de bien précis ou simplement c'est le temps et la distance et ils ont tout fait tout seuls? Je pense qu'en fait, quand je suis partie en Angleterre, je suis encore dans... inconsciemment, ça va beaucoup mieux parce que déjà, je suis avec beaucoup d'étrangers de tous les pays. Ouais, tu te distrais. Ouais, c'est super. En fait, j'apprends d'autres cultures, on parle anglais tous ensemble, j'étudie, je travaille. Tu vois, dès que je suis arrivée, je travaillais le matin, je faisais le petit déjeuner, ensuite j'allais en cours, je revenais le midi, je servais les gens, j'allais en cours, après je travaillais dans des boîtes de nuit tous les jours pour des tickets, machin, enfin, pour être autonome, indépendante. Donc, mon cerveau, il avait pas le temps de, tu vois. Zéro relation, rien du tout. Par contre, c'était même pas en rêve. Personne n'aurait pu même me mettre la main sur l'épaule. Et j'ai repris beaucoup de poids là-bas, un peu trop, parce que bon, tu manges les burgers et les machins. Enfin, je faisais n'importe quoi. Ouais, mais t'étais heureuse. Mais j'étais bien, je me sentais bien. Le fait de manger déjà, ça voulait signifier que ça allait mieux à ce niveau-là. Mais ensuite, avec le contre-coup, le temps de faire le deuil, ça a pris plus de temps. Quand la relation est terminée avec lui après la gare et puis le temps d'après, est-ce que t'es approché au monde féminin, c'est-à-dire parce que tu pouvais peut-être détester les hommes? Il y a eu un moment, mais pas tant que ça, parce que moi j'ai un petit frère, j'ai des cousins, etc. J'aime la présence masculine, j'ai besoin de cette présence masculine. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est bête de dire ça, mais je pense que c'est lié à mon papa et aussi sûrement à ces relations-là. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé avant la relation que tes parents avaient. Pour voir si tu avais répliqué un modèle, mais non, tu m'as dit que chez toi, pas de violence, pas de gros mots, beaucoup de respect et de la politesse. Ouais, exactement. C'est vraiment bien élevé. Moi, j'aime bien dire des gros mots, mais je suis bien élevée. Ma mère a horreur de ça, mais ça me soulage, j'aime bien. Parce que je dis toujours qu'on peut dire des gros mots, être juste grossière et pas vulgaire. T'en dis devant ta fille? Une fois, j'ai dit putain. Et maintenant, mais c'est pas moi qui lui ai appris ça. Hein. Elle dit putain de merde, mais elle le dit plus là. Parce qu'en fait, je lui ai appris que c'était un gros mot. Okay. Donc elle sait qu'elle dit, faut pas dire putain de merde. Donc elle le dit sans le dire, mais elle dit, il faut dire purée, il faut dire punaise, il faut dire... Elle connaît tous les autres mots. Mais en faisant ça, elle peut le dire. Exactement. Elle est très maline, elle dit, faut pas dire putain de merde. Je dis non, faut pas dire, parce que c'est quoi? Elle me dit, c'est un gros mot. Je dis voilà. Donc elle dit caca boudin, bon ça va, ça je lui laisse. Mais oui, non. Donc ça c'est un truc que j'ai amélioré depuis ma fille. Parce que c'était un vrai tic de langage. Putain, putain, oh putain, putain. Et elle dit, oh putain, elle fait comme, oh shit. Oh! Et puis ça reste, bon, mais maintenant ça va. Elle a compris. Et on était sur le monde masculin, c'est-à-dire je t'ai demandé si t'as commencé à avoir des... J'étais entourée que d'hommes après. Tu vois, j'ai pas ce truc. En fait, mes très bonnes amies femmes sont des femmes comme moi, de caractère, indépendantes, autonomes, qui gagnent bien leur vie, qui n'ont au départ pas besoin d'un homme, mais juste dans leur équilibre personnel, l'ont besoin. C'est pas quelque chose de nécessaire. Et en fait, on a cette vision au départ. Mais en vrai, moi, je ne pourrais pas finir ma vie seule. Tu vois, c'est obligatoire d'avoir, enfin mon mari du coup. Dans ma vie, pour moi, on se complète. L'homme et la femme, c'est pour le bien-être de chacun. On est obligé, pour moi, de se construire ensemble et d'être égaux à plein d'égards, dans plein de domaines, mais de se compléter dans certains. Il faut l'accepter. L'homme doit accepter certaines choses et la femme aussi. Quand t'as compris ça, la relation, elle se passe plutôt pas mal. Mais c'est vrai que, déjà, moi, j'en voulais aussi beaucoup aux femmes
pendant plusieurs années, parce que comme il n'était pas que violent, il est aussi très infidèle. J'ai dû me retrouver à me battre. Tu l'as découvert après ou tu le savais pendant? Non, pendant. Il te le disait? Devant moi, des fois. Ça veut dire quoi, devant toi, On des est fois? en soirée, et il est à côté de moi, et il me disait, tu vois, elle, je vais aller la voir, et je vais la draguer, tu vas rien faire. Parce que sinon, je t'éclate. Je dis, non. Et donc, à chaque fois, il y allait. Même au lycée, il faisait des choses avec une des filles parce qu'on était dans 2 classes différentes. Même niveau, mais 2 classes. Et j'ai failli... Après, toute la violence, j'ai voulu les taper plusieurs fois. On m'empêchait, machin. Même dans la boîte de nuit, je le voyais, tu peux pas rester. C'est tellement humiliant, c'est pire. Je sais pas si c'était préférable des coups ou ça devant moi. Enfin, tout était d'une violence rare, quoi. Tout était... Oui, une violence physique et psychologique. Et la psychologique, c'est vraiment la pire, hein, en vrai. Mais ouais. Et donc, voilà, ça finit, t'es entouré de figures masculines et tu commences des nouvelles relations. Après combien de temps Non, longtemps. Longtemps? Ouais, 3 ans au moins après. Pendant 3 ans, t'as jamais eu un mec? Ah non, rien. Rien. Sur certainement une rencontre où j'ai essayé, je te dis, j'ai été un peu méchante, un peu dans le... Ah, tu me plais pas, ou vraiment... Enfin, voilà. Peut-être que ça a dû arriver, et encore, vraiment... Je pense que, je m'en excuse aujourd'hui, j'ai dû tomber sur des hommes très gentils, tu vois. Mais j'étais pas alignée avec eux, quoi. Et puis, même, j'étais tellement déséquilibrée à plein d'égards dans mon corps. Enfin, tu vois, j'étais le temps de me reconstruire physiquement aussi. Tu vois, je mettais des caleçons sous mes pantalons pour me grossir. Je cachais mes fesses tout le temps. Tout était... alors que quand il m'a connue... j'avais 19 ans, mais j'étais épanouie, j'étais belle, j'avais les cheveux bouclés jusque-là, j'étais élégante, j'aimais prendre soin de moi, je mettais mes petits tailleurs et tout. Et après, regarde, moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai plus de... Sauf quand je sors un peu, mais tu vois, j'ai plus... On m'a enlevé un petit truc. On était sur l'alcool. Et tu m'en as parlé avant, par rapport à ton mari, je voulais savoir si ça avait commencé après. En fait, moi, j'ai ça depuis très jeune. Avant de toute cette relation, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, donc quand tu me parles de ça, ça me parle beaucoup. Et en fait, j'avais une nounou quand j'étais petite qui me forçait à manger certains aliments jusqu'à que je vomisse. Donc ça m'a traumatisée. Et donc j'ai eu très peur de vomir pendant longtemps, parce que les crises d'angoisse, tu sais, des fois ça donne un peu la nausée. Et comme tu disais, tu parlais des fourmis, ça se développe, tu t'angoisses de ce qui peut se passer. Et ça m'arrivait souvent, donc les pompiers venaient souvent me chercher dans le métro et tout, machin. Je faisais beaucoup de crises de spasmophilie. Donc le côté fourmi, tu vois, là, tout ça, quoi. Et donc pour moi, l'alcool, j'en ai bu que très tard. J'ai détesté ça. Pour moi, boire, ça voulait dire être pas bien, vomir, donc... Ne pas avoir le contrôle de toi-même. Exactement. Pour moi, c'était dans ma tête, tu vois, même quand je disais aux gens, je bois pas, ils me disaient, oh, tu bois pas? Je dis, non. Enfin, ça m'intéresse pas, quoi. Malheureusement, je me suis bien rattrapée. À quel âge? Je dirais 24, comme ça, 24. Et tu commences en buvant un verre Un shot. J'ai commencé par un shot de riz, pardon. Hein. Ah ouais, c'est plus facile un shot que boire tout doucement un verre si t'as jamais bu comme ça. Exactement. C'est tout d'un coup. Et en fait, on m'explique... Moi aussi, la première fois, c'était un shot. C'est vrai? Ouais. C'est drôle. Et tu sens pas tout de suite la réaction, donc non. Tu dis, bon, ça peut aller. Et après, t'exagères. Exactement. En fait, on me dit... En fait, j'étais dans un endroit où je travaillais. J'ai fait presque 10 ans de restauration. Donc déjà, c'est la nuit. En faisant la serveuse? Oui. D'accord. Ah ouais. J'ai été serveuse, chef de rang, j'ai été responsable. Tu as commencé à travailler jeune? J'ai commencé à travailler à 15 ans. Elle à l'école et tu bossais? Je faisais, du babysitting. D'accord. Et après 16 ans, 17 ans, les marchés, en poissonnerie. Je faisais du ménage. En fait, je manquais de rien. Mais ma mère, elle m'a appris. Pour pas demander de l'argent à ta mère, c'était une façon d'être indépendante? Oui, puis ma mère, surtout, m'a dit, si tu veux de l'argent, et tu veux ça, tu peux aller en gagner, vas-y. Voilà, exactement. Ouais, c'est une bonne éducation. Et ma fille, je lui ferai pareil. Voilà. Peu importe, t'as les moyens, t'es bien, t'as tout ce que tu veux. Moi, je te ferai des cadeaux, il y a pas de problème. Mais toi, faut que tu comprennes la valeur. C'est exactement. Que quand tu fais genre 4 heures, je lui ferai peut-être pas faire du ménage si elle veut pas faire du ménage, mais si tu dois faire 4 heures de ménage, tu sais que c'est temps. Et donc, ça veut dire que, mettons, c'est 10 € ou à 15, voilà, mais 40 €, t'as 40 € où t'as travaillé, t'as récuré les toilettes. Tu te dis, comment je les dépense? Ouais, je vais pas les claquer en une seconde parce que... voilà, exactement. Même tu travailles en poissonnerie, tu sens le poisson toute la journée, tu dis, OK, là, j'ai 120 €. 120 €, qu'est-ce que je peux faire avec ça? OK, voilà. On était sur l'alcool. Bien sûr. On était sur le shot et tu m'as parlé des boulots. Je commence à être serveuse et après, on commence à me montrer un peu les bars de nuit qu'il y a quand tu viens de finir ton service, qui fait que tu décompresses, etc. Donc, j'y allais. Moi, c'était des bars où on chantait, donc moi, j'étais aux anges.
Ouais, parce qu'on n'a pas encore parlé de la chanson, on a Ouais. parlé un petit peu du piano à 4 Oui, ans, oui, oui. mais on en parlera après, quand on rentrera dans la carrière. Oui. Et du coup, au bar, donc, tu commences à faire des connaissances. Et puis, je les vois, ils boivent tous des shots, des shots, des shots. Je dis, mais Shot de quoi? shot de vodka, ou tu sais, vodka avec de la grenadine, les trucs un peu classiques. Et je sens, mais je dis, mais c'est horrible. Et comme j'avais très peur de vomir, j'ai dit, mais si j'essaye, j'ai peur que si je bois, je vomisse tout de suite. Enfin bon, il me dit, mais pas du tout. Il me dit, goûte. Et en fait, j'en bois un. Et tu sens, en fait, quand t'as jamais bu d'alcool, tu sens la chaleur comme ça. T'es en mode, c'est génial. Puis tu commences un peu à sourire et t'en bois un, t'en bois deux. Et tu fais une deuxième soirée, t'en bois un, t'en bois deux, puis t'en bois trois, puis quatre. Et après, tu vois comment ça boire. Ah, bah, du coup, si ça, c'est très fort, bah, si je bois une vodka avec du Red Bull ou machin, c'est un peu moins fort. Et voilà. Sauf que moi, je suis assez extrême. Et, T'es rentré dedans, ah ouais, je suis rentrée en rapidement. Bah, en fait, malheureusement, de dire naturellement, c'est étrange. Mais quand tu bois tous les jours, régulièrement, et que c'est plus un souci de se dire, oh, je vais pas boire là. Mais comment tu te sentais? Pourquoi tu continuais? Qu'est-ce que ça te donnait que normalement tu sentais pas dans ta vie? Ah, ça me donnait j'oubliais déjà tu sais, ma souffrance, ma frustration, parce que, Parce qu'elle était toujours avec toi, ta frustration et ta souffrance? bah, oui, déjà de pas réussir bon, il y a eu mon vécu, mais aussi dans le milieu artistique, de pas y arriver. Je faisais des castings, ça marchait pas. Serveuse, Ok. c'était alimentaire. Et donc, je faisais des castings. Moi, je voulais chanter, j'allais dans des bars pour chanter, mais bon, ben, tu vois, c'est toute cette frustration qui me faisait beaucoup de peine. Et donc, j'avoue que je comblais un peu avec ça, parce que du coup, hop, dès que je buvais un verre ou deux. Ça te donnait le super pouvoir d'oublier, Exactement. d'être légère. Exactement, d'être légère. Et de pouvoir être heureuse devant les gens. D'accord. Parce que tu ne l'étais pas. Ah non. Tu faisais la gueule. Non, jamais devant les gens. Les gens, mes proches, ils savaient. Mes très proches, mes amis très proches, ils savaient. Mais devant les autres, t'avais Pour eux, du je suis mal très heureuse. Pour eux, je suis une fille. Oh, elle est T'étais trop... amusante, t'étais. Tout le temps, oui. Mais dedans, t'étais triste. Oh, ah ouais. Waouh. Mais c'était de la protection inconsciente, parce que ma vraie nature profonde, j'adore elle est faire drôle, rire. elle est amusante. Bah oui, moi j'adore ça. Qui était comme ça à la maison? Papa, maman? Franchement, mon papa quand même, il a des bonnes vannes. Ma mère aussi, elle était très amusante. Et ensuite, mon grand-père, très drôle. Maternelle. Maternelle, très très drôle. Une personne drôle pour toi, c'est une personne qui a toujours une bonne vanne. Ça veut dire il a toujours Ouais. quelque chose à dire sans Oui. y penser. Exactement. Naturellement, ou même, tu vois, genre, sur une manière de se tenir, de faire. C'est des trucs comme ça. Et mon Ouais, les grand-père. grimaces, la façon de faire. Oui, tu vois, bon, ça aujourd'hui, on pourrait même plus dire ça, mais au restaurant, en fait, mon grand-père, il adorait taquiner ma grand-mère. Et. Il a provoqué. Ah là là, ouais, elle était jalouse. Bon, c'est l'amour de sa vie, c'était l'amour de sa vie. Et donc, il draguait un peu les serveuses, tu vois, devant nous. Et il faisait, regarde. Tu vois. Et nous, ça nous faisait rire. Aujourd'hui, mon mec, il me fait ça me fait pas rire du tout. Je peux comprendre que ma grand-mère, à l'époque, soit. Mais c'était drôle parce qu'elle disait, et vous, mademoiselle, comment vous vous appelez? Ma grand-mère, elle se serrait les dents, et tu vois, c'est des petits choses, il me regardait, il faisait, regarde. Elle lui mettait des petits coups de coude, tu sais, arrête, tu vois. Enfin, mais nous, ça nous faisait rire. Il aimait ce truc-là. Bon, il me faisait rire, quoi. En buvant, ça t'a redonné, disons, cet ADN drôle et sympa. non? Exactement. D'accord, on en était là. Ouais, tout à fait. Je retrouvais. Ta joie de vivre. Exactement. Et d'ailleurs, la descente à chaque fois, quand tu bois pas le lendemain, c'est la dépression à chaque fois. Hein. Oh, c'était Et dur. quand tu buvais pas, tu te sentais que la vraie Camille, c'était celle qui était triste? J'avais l'impression. Alors que, en vrai, non. C'est clair. Tu vois? Je voulais savoir ce que tu pensais. Parce que souvent, quand tu bois, c'est là qu'il y a ta vraie identité, hein, en vrai de vrai. Donc, j'avais. En fait, donc j'ai l'alcool joyeux, et quand tu commences à vraiment boire beaucoup, beaucoup, là, ça se transforme. Tu deviens agressive? Tu deviens agressive. Ça Mytho dépend dans aussi quel ou contexte. pas? Non, jamais. Jamais. Mytho, jamais. Et triste. Tu vois, sur des trucs. Tu vois tout noir. Ouais, que tu n'as pas réussi à exprimer, tu vas boire et tu vas les exprimer. En fait, quand tu bois beaucoup, l'alcool, il va résonner en fonction de ton mood. Tu vois, si tu es très va heureux, ça va amplifier. aller. Exactement, il va amplifier. Ça, c'est quand tu bois beaucoup. Et Est-ce que ça voulait dire boire beaucoup ou t'es arrivé au maximum 7 sur 7. du beaucoup? 7 sur 7. Et Ouais, mais quoi et combien par jour? par exemple, là, sur les dernières années, où je buvais une bouteille de whisky toute seule. Toute seule, ça veut dire Tous les pas jours. pas avec des personnes. Si, il y avait des gens, mais ils touchaient pas à ma bouteille. Je vous invite, il n'y a pas de problème. Mais je vous paye Moi, une j'ai bouteille. ma bouteille Voilà. perso et Vous touchez toi, pas. tu bois ce que tu veux. Ouais, toi, tu bois ce que tu veux, mais si tu veux une autre bouteille, mais moi, Tu commençais à boire à quelle heure? en moyenne, 17-18. Et après, 17-18 heures? ouais, L'heure de moyenne. l'apéro. En Ouais. moyenne. En moyenne. Jusqu'avant d'aller se coucher. 2 heures, 3 heures. Tu dormais pas beaucoup dans cette période? En fait, ce qui est très, tu t'endors bien quand tu bois, mais tu te réveilles beaucoup et tu dors À la pas. tête et... Tu dors pas longtemps.
J'étais pas trop... En fait, je vivais tellement que j'avais pas ça. Il y a pas de mal de crâne, il y avait plus ça. C'était plus le manque. C'est quoi l'effet secondaire plus méchant que t'a donné l'alcool? Le fait d'être méchante. Ouais, ça, c'est le pire. Et aussi, ce qui m'a fait peur, et c'est là où j'ai vraiment stoppé tout ce côté too much, c'est qu'un jour, je devais faire un petit concert quand j'ai commencé à faire le buzz sur les réseaux en tant qu'humoriste. Du coup, même pas en tant que chanteuse, alors que c'est mon premier métier. Et en fait, j'ai dû faire un petit concert. Et donc, j'étais en sevrage, vraiment. Ça faisait 2 semaines, 3 semaines que j'avais pas bu. Ah, donc tu faisais des périodes où tu... Non, c'était, ouais, là j'essayais parce que c'était le moment où je sombrais. J'avais mon appart, je sortais plus, j'allais plus travailler, etc. Donc, j'avais des loyers en retard, etc. Et ma mère est venue me chercher un jour à 6h du matin parce que je donnais pas de nouvelles. Elle est venue, elle a vu l'appart, alors que moi, je suis très maniaque, tout est ordonné, tout est carré. Elle a vu l'état de l'appart, elle a dit, on rend l'appart, tu rentres à la maison. L'état de l'appart, c'était une glace de ton état d'esprit. Ouais, horrible. Et je ne veux plus jamais, je ne pourrais jamais aller me coucher aujourd'hui avec un verre, même d'eau, dans l'évier. C'est impossible. Tellement j'avais laissé de la vaisselle moisir, des sacs poubelles, alors que vraiment à 3 mètres de chez moi, de mon appart, il y avait les local poubelles. Local poubelle. Voilà. Et c'était vraiment à 2 mètres, il y avait 2-3 poubelles comme ça. Enfin, et donc ma mère, comme elle savait à quel point c'était pas moi, elle a eu très peur. J'avais rien à manger dans le frigo. Enfin, c'était que des trucs. J'ai honte et à la fois c'est ce qui s'est passé, tu vois. J'étais tellement mal, j'arrivais plus quoi. J'arrivais plus à être. J'arrivais plus. J'ouvrais pas les volets. Ça déjà c'est un signe. Plus de lumière, rien. Je voulais être dans le noir. Donc ça montre quand même que t'es pas très. T'étais pas à ton aise avec toi-même? C'est-à-dire tu te plaisais? Non. Alors que pourtant il y a eu des périodes où je me trouvais jolie, plus jeune. Tu sais, je voyais que j'étais bien quoi. Mais là non. Puis même quand je retrouve, des fois je vois des vidéos de moi. En fait l'alcool ça fait gonfler quand tu bois beaucoup. Je vois des vidéos de moi où je suis mal maquillée. Tu te reconnais pas? Ouais, je me reconnais pas, ça me fait de la peine. Je me dis, mais t'es pas comme ça du tout. Ça, et puis donc le pire truc qui me soit arrivé, c'est d'avoir donc ce jour-là, une crise de manque. Je savais pas ce que c'était, puisque je manquais pas, puisque je buvais tout le temps. Et en fait, j'avais pas eu l'habitude de chanter en soirée. J'étais pas très connue, hein, à ce moment-là, quand il y avait tout ça. Comme j'avais pas l'habitude de chanter à jeun, j'avais toujours un shot, un 2 pour mon track, tu vois. Ce que je ne fais plus du tout aujourd'hui. Hein. Je monte jamais sur scène en ayant bu avant, etc. On boit un petit verre après, à la limite. Mais normal, comme une personne normale. Comme une personne normale. Ouais, bien sûr. Mais avant, jamais. Ça, c'est un truc de rigueur de travail, c'est même pas en rêve. Et en fait, j'ai commencé à avoir la jambe. Tremblait. Qui faisait vraiment ça. Ah, ok, d'accord. J'arrivais pas à la contrôler. J'ai dit, mais c'est un sketch, c'est pas possible. Et j'ai eu très peur. Et ça faisait des bons, quoi. Et ça a duré, en fait, quand je voyais le clavier sur scène, je voyais qu'il n'y avait pas de protection et j'ai demandé, trouvez-moi un drap noir pour mettre autour parce que je vais pas réussir, en fait, j'ai pas à expliquer. Juste, j'ai le track. Bon, trouvez-moi un drap noir. Et en fait, tu sais, la pédale qui amplifie le son au piano, c'est la pédale de droite. Et donc, j'avais ma jambe pour que le pied gauche, tu vois, passe au-dessus pour faire et l'autre, elle était comme ça. Et donc, le rythme n'a rien à voir avec la jambe. Donc, j'étais en nage, je transpire pas beaucoup, moi. En fait, le corps était en train de se sevrer. Je me suis dit, qu'est-ce que t'es en train de vivre? C'est horrible. Et je me souviens être rentrée chez moi avec une nausée de quelqu'un qui a bu. Le corps, en fait, le cerveau m'a remis dans un état comme si j'avais bu alors que j'avais rien bu. Et ça m'a fait peur. J'ai dit, là, ma chérie, c'est non. Et qu'est-ce que tu fais? Je bois le moins possible. Donc tu recommences tout doucement? Ouais, c'est dur. Tu te contrôles toute seule? Tu te fais aider par personne? Non. Pas que moi. Je me dis, en fait, c'est bizarre de se dire que moi, alors qu'il faut quand même de l'aide. Tu vois, aujourd'hui, je te dis très honnêtement, je suis très heureuse, je suis épanouie, je suis équilibrée, j'ai mon mari, ma fille, mais si je les ai pas, je sais que je retombe. C'est honnête. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai jamais dit ça, mais je l'ai jamais dit dans aucune interview. Mais je sais que c'est quelque chose c'est une addiction, quoi. Tu vois? Donc, soit, en fait, là, c'est pour ça que je te dis, je bois quelques verres et tout parce que je suis équilibrée, je suis bien. Il y a mon mari toujours pour me remettre si jamais il y a quelque chose ou quoi. Mais je pense qu'il va falloir que je me soigne parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Tu m'as dit une chose avant. Tu m'as dit que quand tu buvais, tu te demandais si la personne qui se réveillait le jour d'après défoncée, ça veut dire pas lucide, c'était la vraie Camille. Et tu m'as dit aussi que la vraie Camille, c'était celle qui, quand elle buvait, elle donnait son maximum parce qu'elle n'avait pas des barrières et des filtres, non? Bien sûr. Donc toi, tu as rationalisé cette chose très importante qui tu es vraiment. Tu te connais maintenant. Ouais, bien sûr. Et tu me dis que si tu n'avais pas la distraction de l'amour, ça veut dire le quotidien de l'amour. Exactement. Mari et fille. Je serais pas heureuse.
Ça, c'est clair. L'amour, c'est la meilleure drogue du monde. Ah ouais. Mais tu pourrais retomber. Même si tu sais parfaitement qui tu es. Mais je pense que si j'ai plus l'amour. En fait, ce qui me faisait énormément souffrir, c'est de ne pas réussir artistiquement, d'avoir vécu des traumatismes et surtout de ne pas avoir rencontré le vrai amour. Et l'amour, je pense, c'est, comme tu dis, c'est la plus belle des drogues. Et surtout, c'est ce qui me rend vraiment... Je me sens importante, je me sens exister, je me sens à ma place. Et je crois que tous les gens sensibles, tous les gens qui créent des choses, sans amour, ils ne sont rien. Et donc, la béquille, à ce moment-là, c'est pas la meilleure des béquilles, mais c'est une petite addiction, quoi. Je voulais te poser une question sur l'amour. Est-ce que tu t'aimes? Ça veut dire que tout ce que tu m'as raconté avant ton mari, c'était distraction de la vie tous les jours. Il se passe des choses et tu navigues sur ça. Mais j'ai jamais eu l'impression que tu me fasses comprendre combien tu t'aimes. Et je veux savoir si maintenant tu t'aimes. Parce que ça prend une bonne partie de ta vie. Ça veut dire que si demain il y aura pas un côté de l'amour, mais il y a le tien vers toi-même, c'est important. Je suis assez fière de ce que je fais et ce que je fédère en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant que chanteuse et actrice et humoriste. Je suis fière parce que je me dis qu'il y a une nouvelle génération qui arrive qui pourra se dire moi aussi j'ai envie d'être et chanteuse et actrice et humoriste et bien le faire, voilà, et défendre des causes sans être dans l'extrême. Mais en tout cas moi je suis féministe mais pas dans l'extrême. Je suis pour l'égalité et la complémentarité entre les hommes et les femmes. Ni l'un ni l'autre ne doit écraser personne, tu vois. Mais en fait, j'aime qui je suis parce que je vois quelle maman je suis. Et je trouve que je suis plutôt une bonne maman. Et quand tu es une bonne maman ou un bon papa, c'est que tu es un bel humain. Et je me dis, je lui apporte de l'amour, de la tendresse, de l'attention. Elle manque de rien. Je fais tout maison. Je suis un petit peu ça. Je suis ça, tu sais. T'as les gens qui s'occupent de toi chez toi, je suis son assistante, quoi, tu vois. Mais je pense que, tu vois, là, je suis en train, parce que j'ai eu le postpartum qui était un peu compliqué physiquement. Donc là, ça fait quelques mois, j'ai repris le sport, le pilates, je prends soin de moi, tu vois, je suis contente. Rien que ça m'équilibre beaucoup, le sport. On en a pas parlé, mais ça m'aide beaucoup. Hyper important. Ouais, même pour tout ce qui est, t'as moins envie de boire un verre quand tu sais que le lendemain, t'as la cour de sport, tu vois. Même la cigarette, ce genre de choses. Mais je pense que comme je suis une bonne maman, je sais que je suis quelqu'un de bien. Est-ce que je m'aime? Je me regarde jamais dans la glace en me disant, bon, je me dis, je suis pas mal. Mais je me dis pas, ouais, je pense que je suis quelqu'un de bien, tu vois. Ça, j'en doute pas. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de gentil, généreux. Pour les gens qui me connaissent, ils vont dire effectivement. Après, je suis aussi quelqu'un de très exigeant. Dans mon travail, ça rigole pas du tout. On rigole après. D'abord, on travaille, après, on rigole. Ça, c'est un truc. Et comme je suis une femme, je pense que plusieurs fois, on a dit, oh là là, elle a un peu le melon, celle-là. Juste parce que j'étais exigeante. Juste parce qu'il y a un bout de scotch là. Et que ça fait 4 fois que je t'ai dit de l'enlever parce que c'est dégueulasse. Et que la 4e fois, c'est pas enlevé. Donc la 4e fois, je vais te le dire. Vraiment, ça fait 3 fois que je te l'ai dit, en fait. Donc, un homme, on va dire, il a du charisme. Il est ambitieux. Il est super, ah là là, c'est assez excitant. Et quand c'est une femme, on dit qu'elle a le melon. Ça, c'est des choses encore où il faut que ça s'aligne, tu vois. Mais sinon, je pense être quelqu'un de bien. Vous aimeriez avoir d'autres enfants? Moi, oui. D'accord. Mon corps, un peu moins. Non, mais j'aimerais bien, si ça arrive, avoir un espace avec un jardin, etc. Enfin, c'est des choses bêtes. Tu travailles avec ton mari maintenant? Il est venu bosser avec toi ou il fait le boulot d'avant? Vous faites 2 vies différentes? 2 vies différentes. D'accord, c'est bien. Et donc, en fait, j'aimerais plus d'espace. J'aimerais avoir un endroit, je sais pas. Avec un peu de liberté, ça veut dire exactement, un peu d'espace. Un peu d'espace. Mais moi, j'aimerais. En fait, c'est pas qu'il voudrait pas, mais il nous manque des choses à combler, que ce soit artistiquement, que ce soit financièrement, tu vois, pour se dire, ok, je sais que c'est quelque chose qui l'angoisse beaucoup. Il vient d'un milieu très très simple. Et c'est bien parce que ça me permet de comprendre aussi. Je pense que oui, si demain je suis enceinte, il sera content. Je te pose une question par rapport à la vie, à l'argent. Oui. On va rentrer dans la carrière. Maintenant, tu as une très belle carrière, donc normalement l'équation c'est que tu gagnes bien ta vie. Mm-hmm. Est-ce que ça l'a gêné le fait que tu aies commencé à gagner plus que lui? Pas du tout. Ça c'est beau ça. C'est l'amour. Ouais, parce que quand t'es un homme et que quand je dis c'est bizarre de dire un vrai homme, mais c'est un homme, tu vois, c'est un homme et qui tient les portes, qui paye au restaurant, alors que moi c'est un truc j'ai jamais été habituée à ce qu'on paye, j'ai toujours, tu vois, mon grand-père c'était quelqu'un de très élégant, je dis c'était un peu un charmeur, etc. Et un peu plus aussi, bon bref, mais en tout cas il payait le pourboire, etc. J'ai appris à travers, c'est pour ça que je te dis que j'ai un rapport à l'homme qui est particulier, j'aime être en présence d'hommes parce que mon grand-père c'était mon héros et je le voyais tout, comme il tenait ses couverts, il m'a beaucoup appris.
Et donc, je me suis beaucoup comportée comme un homme aussi. J'ai pas laissé le truc de la femme, elle se laisse... voilà. Et avec mon mari, il y a ce truc-là de... c'est pas parce que tu gagnes ta vie... Et donc, ton grand-père, il t'a appris les bonnes manières, il a été grand charisme, il t'a donné plein d'exemples. Exactement. Et plein de valeurs. Et en fait... Et tu me disais ça parce que t'aimes bien payer toi aussi pour ton mari, parce que t'aimes... Oui, et même pour tous les gens en général. Tu sais, des fois, je voyais même les mecs, tu vois, qui ont du mal à mettre la main dans la poche, comme ça. Je dis, bon, c'est bon. Tu vois, tu me fous la honte, en fait. Soit tu payes, soit tu fais pas semblant. Enfin, c'est des choses qui m'agacent. En fait, j'aime soit élégant tout de suite, tu vois, où tu dis que tu vas aux toilettes, tu règles. C'est des choses qu'on m'a appris. Et lui, de par son milieu, tu vois, moi aussi, j'en perds mon français. De par son milieu, très simple, enfin, il a été très bien élevé. Et tu vois, tu sens que c'est, dès le début, on était au restaurant, même les attentions, tu vois, avoir des fleurs, des poèmes, ce genre de choses. Il va me tuer si je dis tout ça. C'est pas grave. Il t'écrit? J'ai eu quelques poèmes. Et toi aussi, tu lui en écris ou pas du tout? Non, moi, je lui ai écrit une chanson. Donc, c'est quand même public. Oui. Ouais, j'ai écrit une chanson que j'ai chantée quand même tous les soirs en tournée, qui est très très belle. Et il en aura d'autres. Hein. Franchement, ça, c'est mes preuves d'amour. En vrai de vrai, je retourne chez ma mère. Donc, chez ma mère, il n'y a pas d'alcool. Ma mère boit pas du tout. Je crois que mon père, lui, il boit... même pas. Je crois qu'il buvait un verre par an. Enfin, c'est pas... De toute façon, l'alcool, chez nous, n'est pas quelque chose qui a existé. Tu vois, vraiment. Du champagne, du bon vin. Ouais, voilà, Noël. Exactement. Okay. Festif. Voilà. Mais pas le festif du week-end, le festif de 2 fois par an. Ouais. Et en fait, donc, chez ma mère, il n'y a pas d'alcool. Mais 1 fois par semaine ou 2, je sortais avec des amis et je rentrais tard. Mais quand je rentrais, déjà juste avant, je prenais des chewing-gums, je rentrais, je me lavais les dents, je me démaquillais, etc. Des fois, j'étais pas bien, je me sentais mal, mais je me suis dit, putain, faut pas que j'aille aux toilettes ou quoi, sinon elle va savoir que j'ai bu. Donc, je faisais toujours en sorte qu'elle ne voit pas que je bois. Parce qu'en fait, je buvais moins, mais quand je buvais, c'était pour c'était pour oublier, quoi. Et au final, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée 3 ans. Avant ton mari? Avant mon mari. D'accord. Qui est quelqu'un de très gentil, que j'ai, je pense, mal aimé, que j'ai aimé comme un pansement. C'est horrible de dire ça, hein. Pardon si tu vois ça, mais... C'est ta vérité. C'est la vérité. Et c'était quelqu'un de fidèle, c'était quelqu'un de gentil, c'était quelqu'un de gentil. C'est tout ce que tu aurais désiré dans ta vie? Ouais, et au final, quand tu rencontres... Mais c'était pas le bon moment. Ouais, et puis... Ou c'était pas le... en fait, c'est juste, t'es gentil, mais en fait, tu te rends compte que comme t'as jamais connu ça, c'est nouveau, donc c'est génial. Mais en vrai, gentil, ça suffit pas. Parce que ça fatigue aussi. Ah ouais, mais il faut un peu d'autre chose, quoi. Suspense. Ouais. Et puis, si tu veux, sans rentrer dans les détails, tu vois, mais en vrai, il fallait que ce soit un ensemble, que tout aille, qu'il y ait quand même de l'attirance, etc. Et moi, je me rendais compte que je l'aimais beaucoup, mais c'était très platonique. Il se passait pas grand chose. Après, je suis quelqu'un de fidèle, donc je peux rester 3 ans avec toi, il se passe rien, c'est pas grave. Mais c'était de ma faute. Ou non, mais en tout cas, j'arrivais pas à avoir d'attirance. Je viens de me rappeler que ta grand-mère maternelle, simplement parce que je l'ai lu, je l'ai vu quelque part, est morte quand tu avais 19-20 ans. Ouais, juste. Donc, non, je suis en train de te le dire simplement parce que c'était dans la même période de ta relation toxique. Exactement. Elle l'aimait pas du tout. Et comment t'as pris ça? Quand tu l'as su, t'avais un point de repère fondamental, on dit en français. Ah ouais. En moins, ça t'a rendu plus faible? Ah, ça m'a rendu plus faible parce qu'en plus, je voulais pas lui dire du tout, tu es malade, mais peut-être qu'un jour, je lui aurais dit à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle aurait pu finir en prison. Elle serait allée le chercher. Oh, bah oui, elle avait pas peur de la mort. Elle l'a vu tous les jours pendant des mois. Mais, ouais, ça m'a fait quelque chose parce qu'en plus, une fois, il était venu la voir, elle était en train de mourir avec moi et lui a fait un regard et elle m'a regardé. Et c'est tout. En mode, il est encore là, lui, quoi. Tu vois? Ça m'a marqué. Alors que je lui avais rien dit. Donc, en fait, une maman, une grand-mère, elle sent. Ouais, mais elle te sentait comme une mère parce que c'était plus qu'une grand-mère. Ah, c'était une lionne en plus. C'était vraiment... On va dans un parcours plus gai, je sais pas, le boulot, parce qu'au début, il faut combattre. Donc, je sais pas si ça a été facile ou pas pour toi, parce que je connais pas, j'ai plus de culture française, donc j'ai pas vécu. C'était long. Raconte, parce qu'au début, tu me parlais de chanter, tu me disais, j'ai toujours essayé, après, j'ai commencé à être connu. En humour. Et après, ça m'a donné la possibilité d'avoir un public et de pouvoir amener ma passion, ma vie, la musique. Mais plus tard. Hein. Plus tard. 20 ans, il a fallu. Essaie de me mettre en ordre ta carrière. Donc, il y a cette relation, l'addiction, l'alcool. Je rentre chez ma mère. Je m'ennuie. Et je me dis,
qu'est-ce qui me reste à part mon art? Donc, j'ai envie de chanter, donc je fais mes chansons, je les poste, machin, sur les réseaux. Ça prend. Sur quel réseau? MySpace? À l'époque, c'était Facebook beaucoup et YouTube. D'accord. C'était beaucoup ça qui marchait. Après, il y a eu Snapchat, ensuite Instagram. Quelle année? Quand tu commences à utiliser les réseaux sociaux? 22-23 ans. Donc, 22-23 ans, il y a donc 15 ans, 2009. Ouais, exactement. Ça fait un moment quand même. Ça fait un moment, ouais. Et puis, vient, tu sais, je sais pas si tu te souviens de ce challenge, ça s'appelait le Ice Bucket Challenge. Et en fait, moi, ce qui m'agaçait, c'est que tu avais évidemment tous les gens qui avaient certains moyens, ils le faisaient dans leur piscine, donc ils gâchaient pas d'eau. Mais il y avait aussi ceux qui s'amusaient à prendre de l'eau du robinet, à se le foutre sur la tête. Et moi, je pensais à tous les enfants qui crèvent de soif. Et tu vois, dans tous les pays où ils ont pas d'eau potable, ils ont pas d'eau. Enfin, et ça m'énervait. J'ai envie de dire, va dans un lac, fais-le directement, mais va pas prendre de l'eau que tu peux boire. En fait, ça m'agaçait. Et je me suis dit, je peux pas le dire en tant que Camille Lelouch que ça m'agace. Parce qu'on va encore dire, oh, c'est qui cette abruti qui nous embête avec ses leçons de morale, etc. J'ai pris un personnage de Cagole. Cagole, tu sais, dans le sud de la France, c'est une fille qui a l'accent du sud comme ça, tu vois, qui parle comme ça. Avec une grosse bouche qui se fait la lèvre comme ça, avec un gros trait, machin. Et donc, je fais ce personnage. Et moi, je parle comme ça, et je parle du Ice Bucket Challenge, et je dis, moi, j'en ai rien à foutre du Ice Bucket. Bon, et je fais mon perso. Et les gens, en fait, ça buzz tout de suite. Je vois tous les messages. Je me réveille le lendemain, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça buzz en français, ça veut dire que ça devient viral? Ça devient viral, mais tu vois les messages et tout, vraiment. Ok, il se passe quelque chose. T'as fait un jackpot. Ouais, mais j'ai pas voulu. Et en fait, les gens pensaient que j'étais quelqu'un qui existe vraiment. Si je m'étais appelée la cousine de Kim Kardashian, qui est absurde parce que c'est Kim Kardashian, tu vois, la cagole qui a pas les moyens, j'embrasse toutes les cagoles, hein, je vous adore, mais vraiment, c'est un personnage, on croyait que j'étais vraiment cette cagole. Et là, tu commences à avoir une communauté. Exactement. Je commence à faire une deuxième vidéo avec ce personnage. Combien de temps après? 2 jours après. Donc, grâce aux commentaires et tout ça, tu comprends plus ou moins ce qui a fonctionné, tu reprends ces ingrédients. Exactement. Ok. Je refais, je fais un tuto beauté où je mets nul, tu vois, j'en fous partout, etc. Ça cartonne. Et tu mets le même genre d'humour. Exactement. Et ensuite, je commence à tester d'autres personnages. Et voilà, 3, 4, 5 personnages. Et de là, je te résume un peu. Enfin, entre-temps, je fais The Voice, le casting. Quelle année? 2012. Ok. Tu vois, donc, plus ou moins 3 ans après. Voilà. Okay. Donc là, je suis bien connue quand même sur les réseaux sociaux. Ça me rapporte rien, attention. Hein. Ça m'a jamais rapporté. Je me fais pas d'argent avec les réseaux. Il y en a qui savent très bien le faire, moi. Donc, je fais plusieurs personnages. 2-3 ans après, je fais The Voice. Je me retrouve en demi-finale. Donc, entre-temps, je rencontre Laurent Ginca, qui est un metteur en scène avec qui j'ai travaillé mon premier spectacle. Il me dit, tu veux faire quoi? Je dis un one-woman show. Je veux faire rire, je veux faire pleurer, je veux chanter, je veux faire du piano. Il me dit, c'est beaucoup. Je dis, ouais, mais c'est ça ou rien. Et il me dit, OK, on y va. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu The Voice. On a fini d'écrire le spectacle. Tu avais fait premier casting, ils t'ont pris ou t'en avais déjà fait avant? Premier casting, ils m'ont pris. En fait, avant, j'avais refusé tous les ans parce que j'en avais marre d'une. T'avais le trac quand t'as fait le casting ou ça s'est bien passé? J'ai tout le temps le trac, moi. Ah non, j'ai tout le temps la gerbe, tu vois, la nausée, tout le temps le trac. T'as chanté quoi au casting? J'avais chanté Papa Outé. Ok, je connais. Ouais, bah, c'est traumatisé. Ouais. Et ensuite, après The Voice, donc j'ai fait mon spectacle, mon One Woman Show, et j'ai rempli en 1 an, juste avec les réseaux sociaux, parce que ça marchait beaucoup, Snapchat, ensuite Instagram, etc. Je passais de 50 payants à 1000 payants en 1 an. Et après, les années ont suivi. 50 payants avant les réseaux sociaux? Non. Après, en fait, dès que j'ai voulu faire mon spectacle, on a demandé à certaines salles, est-ce que, voilà, vous avez des dispos là, on va mettre en vente pour le spectacle de Camille. Les gens me disaient, mais elle vient des réseaux sociaux. Ouais, comme pour dire, ça vaut rien. Exactement, donc il y a plein qui ont refusé. Tu refaisais tes personnages des réseaux sociaux? Certains, ouais, ils sont dans mon premier spectacle, que j'ai beaucoup travaillé. Et il y a beaucoup de salles qui voulaient pas au début. Ils disaient, ouais, c'est une fille des réseaux sociaux. Et je suis arrivée, et les premières salles qui ont dit oui, je les ai remplies en 7 secondes à chaque fois. Tu vois, je disais, salut Lyon, vous voulez que je vienne ici? Ok, j'arrive là dans cette salle, bam, 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 dans 2 semaines, boum. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Boum, Nice, Nantes, Bordeaux, baba. Tu faisais sold out partout? Partout, 50 payants, 800, 400, après 1002. Après, il y a eu les Zéniths, tout ça en 3-4 ans. Le Zénith, c'est à Paris et c'est le plus grand théâtre? Dans toute la France, t'as le Zénith de Nantes, de Lille. Je savais pas. C'est 4-5 000 personnes. C'est un réseau. Il y a plusieurs Zéniths dans toute la France. Exactement, dans toute la France. Et après, t'as Bercy. 4-5 000 places? Ouais. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et t'as rempli ça? J'ai rempli ça. Ouais, j'en ai fait 10. T'as vendu 40-50 000 tickets? En tout, j'ai fait 450 dates avec mon spectacle, j'ai vendu 500 000.
Waouh. Ouais. Combien de temps? 3-4 ans. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ok. C'est énorme et à la fois, c'est les gens sont venus derrière, même en télé, on ne voulait pas me recevoir, tu vois. Et ensuite, dès qu'ils ont vu que ça marchait. Et The Voice, ça n'a pas été influent, dit, par rapport à ce que tu me racontes, ou ça a ajouté quelque chose? La musique, en fait, les gens, je crois qu'à cette période, ça les intéressait pas que je chante, alors que c'est quand même mon premier amour. Donc moi, ça me faisait de la peine. Mais dans mon spectacle d'humour, j'ai chanté 4 fois. Et Mila, tu vois, moi toujours, tu veux pas de moi là, c'est plus long. Mais paf, après. Donc ça, c'est une chose. Après, l'humour, donc ça a bien marché. Normalement, il aurait fallu que pour tous les gens avec qui je travaillais à l'époque, je reparte en humour parce qu'ils se gavaient, ils se faisaient beaucoup d'argent, vulgairement. Et moi, beaucoup moins. C'est parce que ça aussi, c'était une période j'ai découvert les gens qui te volent de l'argent. C'est formateur. C'est-à-dire que quand tu apprends, la fois d'après, tu le fais différemment. Exactement. Donc voilà, c'est une école. Exactement. Bon, tu perds du temps financier, on va dire, parce que tout ce que j'aurais pu engendrer, je l'ai pas eu. Donc ça, les gens qui vont voir, ils vont dire ah bon, voilà. Bah oui, voilà. Donc ensuite, je me suis dit je pars en musique. Et tous les gens autour de moi qui se faisaient des thunes évidemment, et pas que, mais même qui étaient dans mon cercle proche, les faux amis, tu vois, du milieu, etc. Se sont dit mais pourquoi tu vas là-bas, pourquoi tu veux faire de la musique alors que tu cartonnes en humour. Je dis parce que ça fait 20 ans que j'attends ça en fait. Je suis chanteuse avant d'être humoriste et j'ai pas envie d'écrire des chansons à 50 ans. J'ai des choses à raconter de ma vie d'avant, de ma vie de plus jeune et donc j'ai 50 ans je raconterai autre chose mais il faut que j'installe ça. On est en France. Et donc tu as réussi à créer une carrière dans les 3 domaines. Oui. Et tout de suite le premier morceau qui sort, je chante, c'est un morceau que je fais avec Grand Corps Malade que j'avais composé et écrit et lui a écrit ses parties. On a gagné une victoire de la musique qui est quand même le plus beau prix en France. D'accord. C'est vraiment la victoire de la musique. Et le premier morceau, victoire. Donc tout le monde autour en mode, ok, la fille, elle lâche jamais rien, quoi, tu vois. Et donc, on était sur la carrière, la musique. Parce que moi, j'ai écouté tes morceaux, j'en ai écouté je sais pas combien, mais j'ai mis play et je suis allé. Ok, c'est cool. Et je me suis fait un voyage. Ok. Par exemple, moi, j'aime beaucoup. Normalement, quand je suis mélancolique, j'aime écouter le piano sans voix. Ok. Et ça me fait voyager, ça me fait faire. Tu te sens bien. Je me sens bien. Et tu m'as donné la même sensation quand je t'ai écouté. Parce qu'il y avait des messages puissants. J'écoutais pas les paroles. J'écoutais ce que tu avais dedans. Ok. Les paroles, je réussis à les écouter, à les comprendre après. Ouais, bien sûr. D'abord, je rentre dans la chanson. C'est l'émotion que tu écoutes. C'est ça. Ouais, et c'est passé, mais j'étais en train de te demander, vu que la top 50, au moins en Italie, c'est très urban. Urban, ça veut dire rap, trap. Ouais, bien sûr. Et donc, ils ont pas très peu pop, même si maintenant le pop, ça a changé. Moi, je suis très variété française, donc c'est encore moins commercial. Je passe pas en radio. Et voilà, et je voulais te demander si t'avais demandé, il y a des années en arrière, de t'adapter. Bien sûr. J'ai dit non. Et j'ai dit non, je fais tout toute seule. Et ils m'ont dit, mais qui es-tu? Je dis, je suis juste moi. Mais j'ai pas envie je compose déjà, je veux pas qu'on m'impose. Ils m'ont dit, bah, c'est ciao. J'ai dit, bah, ciao. Tu pleures quand tu chantes? Ouais. Tu vis encore tes chansons de cette façon-là? Ouais. Et je dois recommencer. Tu te rappelles pourquoi tu les as écrites? Ouais, mais dans quel état j'étais quand je les ai écrites. Et puis, et je revis Donc ta mélancolie t'a fait écrire tes plus belles chansons? Ma mélancolie et ma souffrance. Dans la souffrance, j'ai écrit des chansons merveilleuses. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Mes plus belles chansons, aujourd'hui, on verra. Là, c'est des chansons qui ont quand même bien marché. Il y a Ne me jugez pas, qui est une chanson universelle pour moi. On est tous jugés à 100%. Par le physique, je dis, par la sexualité, par la manière dont tu t'habilles, juste, par ta couleur de peau, par ta culture, par même le fait que tu sois très belle. On va te juger. Tu vois, et c'est pas lié qu'à des gens qui ont des handicaps ou des complexes, tu vois, c'est lié aussi à des gens qui vont très bien et qui sont beaux. Comme on va te voir très beau, avec du charisme, on va se dire, bah, lui, ça va, il a pas de problème. Mais tu connais pas la vie des gens. Donc, ça a touché vraiment du monde. Et puis, c'est bizarre, c'est une des chansons où je chante pas, où je rappe. Mais c'est un rap slamé, c'est pas non plus rap, mais c'est rap quand même. Je sais pas ce que ça veut dire slamé, tu l'as dit slamé, même avant. C'est Grand Corps Malade. C'est quand tu parles un peu comme ça. Bon, pardon, Grand Corps, il va me dire qu'est-ce qu'elle fait. Je sais pas le faire, mais quand tu parles un peu comme ça avec les mots, mais rapper, c'est avec du flow, quoi. Et c'est une chanson qui s'appelle Outro, qui est dans mon premier album, qui est une de mes dernières chansons. Enfin, qui est ma dernière chanson, Outro. Ouais, Outro, ouais. Voilà. Où je rappe et je parle aux gens, en fait. C'est un message à mon public, je leur explique qui on est par rapport au public et qu'on est tous au même niveau. Mais nous, le truc, c'est que il y a des fois, enfin, je raconte, je leur explique pourquoi je les aime et pourquoi des fois, il faut aussi nous laisser. Mais dans le bon sens. Ça, c'est une de mes plus belles chansons. Il y a une autre chanson que j'adore qui s'appelle Mon temps. En fait, c'est un album qui est toujours mélancolique.
Donc ça va te plaire normalement. Mais ça va me plaire. Ça va te plaire. Mais il y a beaucoup plus de chaleur avec, tu vois, j'ai rajouté, il y a beaucoup de vrais instruments, du violoncelle. Bon, le piano, c'est un classique chez moi. C'est ma base. Violoncelle, piano, il y a de la basse, il y a de la guitare, c'est de la musique gitane un peu. C'est un gars qui fait que ça. C'est très beau. Ouais, c'est vraiment flamenco oriental avec de la variété française, des petites touches un peu R&B. Mais non, c'est un bel album. C'est un bel album, on va voir. Tu joues du piano depuis que t'es toute petite. Ouais. Tu t'inspires en jouant du piano et après tu mets les paroles dessus. Je sais pas si on dit comme ça en français. Si. Tu pars par là? Ouais. C'est une grande chance d'avoir tous les éléments pour faire donc t'écris pas seulement et tu chantes. C'est rare, toutes ça. les phases. Oui. Et tu commences avec la musique. Oui. En fait, après, tu vas en studio, tu travailles avec des autres personnes. Mais, oui, je travaille avec plein de compositeurs, même qui jouent beaucoup mieux que moi. J'ai beaucoup perdu. Hein. J'ai plus le mérite d'avant. Mais ma première base. Tu joues encore du piano dans tes chansons? Oui. Mais j'ai quand même. Je préfère, comme tu dis, d'abord. En fait, c'est la mélodie qui m'inspire. Le texte est arrivé dans mon premier album sur 2 chansons où j'étais dans une période vraiment de souffrance, dans Tout te dire et dans Allô, qui sont dans mon premier album. Je les ai écrites dans la nuit et je faisais les mélodies sur le dictaphone. Et 4h du mat, j'envoie un message à un ami qui est compositeur, qui prend le temps. Je dis, ça, demain, tu te débrouilles, 14h, je suis au studio. Les 4h du mat, je suis en train de finir une chanson, j'ai peur de l'oublier. Je suis en train de trouver le texte et je l'ai posé en une prise. Après, j'ai fait les voix, évidemment, derrière. C'était un moment très, très dur. Tous les moments un peu, tu sais, d'alcool et tout. Je te dis, j'ai quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal à ce moment-là. Et j'ai fait cette chanson, elle est sublime. Et il était choqué en studio de voir. J'arrivais à mettre des sanglots dans la voix sans pleurer. Et c'était tellement sincère. C'est une chanson qui m'a fait beaucoup de bien, mais qui est horrible. Enfin, qui est horrible. T'as dit que t'as écrit tes meilleurs morceaux pendant la souffrance, pendant la mélancolie. Mais maintenant que depuis 3 ans, t'es sur les nuages, ça veut dire c'est une chose, t'es dans ton arc-en-ciel. J'ai perdu l'inspi pendant plus d'1 an. C'est ça que je veux te poser comme question. Où est-ce que t'as trouvé l'inspiration? Parce que t'as plus ces états d'esprit. On dit état d'esprit ou état d'âme? Je suis plus dans cette, tout de suite, dans ce mood. Même cette énergie, Cette énergie, voilà. Et donc, t'as trouvé où l'inspiration? Déjà, je l'ai pas eu pendant vraiment 1 an et demi. Parce que c'était bon signe. Oui, c'était bon signe. À la fois côté. très, très troublant, parce que moi, normalement, encore une fois, c'est vraiment sans aucune prétention, mais je suis tellement connectée à la musique que quand j'arrive en studio, il y a une mélo, boum, boum, boum. Même si ça me plaît pas, on dit attends, j'ai fait moi autre chose, etc. Je suis tout de suite dedans. Je fais des top lines, en fait, comme beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs. En fait, tu fais une mélodie, tu vas en cabine et tu fais juste des tu vois, bon. Avec une mélo sans mots, tu mets 2-3 mots qui viennent, mais. Et il y avait rien. Et tout ce qu'ils faisaient, les pauvres, tous mes potes compositeurs, je disais non, mais j'aime pas, ça va pas. C'était dur. Et au fil du temps, j'ai commencé à essayer de trouver une autre manière de travailler. Et puis aussi, faut savoir quelque chose, c'est que j'ai beaucoup écrit avec de l'alcool. J'ai beaucoup chanté comme ça. Donc, il y avait cette enivrance qui ramène dans un espèce de... C'est là où c'est mauvais. Parce que ça te ramène dans un truc où tout est plus clair, tout est plus simple. Tu vois, même t'as moins de gêne de dire je peux placer un mot comme ça, tu vois. Et d'un coup, quand t'es très agent et qu'en plus de ça, tu souffres pas, ça fait 2 béquilles en moins qui sont pas les meilleures, hein. Mais quand même. Et donc, j'ai dû réapprendre comme ça. Et t'as trouvé un équilibre maintenant? J'ai trouvé un équilibre. Et aussi, malheureusement, j'ai perdu un ami qui s'appelait Nino Vella, qui était un très grand pianiste et chanteur, compositeur. Qui est décédé, qui a fait beaucoup de piano sur mon album, dont le premier single Va-t'en au reste. Et Dis-moi tout, et d'autres encore. Et donc, je l'ai perdu au mois de juillet, alors que 3 jours avant, je lui parlais, quoi. Donc après, il y en a qui étaient encore plus proches de lui, mais je me dis, en fait, c'est fou, même dans des périodes comme ça artistiques. D'ailleurs, je lui ai écrit une chanson, je pense que je vais l'appeler Nino. Au pire, dans le doute, tu mettras ça. Donc, qui s'appelle Nino, mais voilà, je pense que c'est une de mes plus belles chansons. Il était, tu sais, c'était un génie. Tu peux pas être beau, intelligent, ingénieux et faire aussi bien du piano, etc. et être aussi gentil. Et il était tout ça. Je me dis, c'est pour ça qu'ils nous l'ont enlevé vite. Là-haut. C'est horrible. C'est horrible. En restant dans la carrière, donc, la comédienne, elle arrive après les réseaux sociaux. Tu crois que les réseaux sociaux t'ont tout donné à un certain moment, tout donné, ça veut dire ils ont réveillé l'attention de ceux qui te snobaient avant? Ils l'ont réveillé. Il y en a énormément encore aujourd'hui qui me suivent, mais avec qui je travaille pas.
Ils m'adorent comme ça. Ils continuent à te considérer comme un sous-titre parce que t'arrives des réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. Et même, ils me bloquent même dans certains trucs. On parle de cinéma? Ouais. Mais moi, je vais là où tout va bien. Hein. Mais c'est plus long, encore une fois. Qui est la première personne qui te fait confiance? En fait, c'est avant les réseaux sociaux. Enfin, et un peu pendant, mais au tout début. Je suis serveuse. Et je sers Rebecca Zlotowski. Ça retourne toujours le fait que... Okay. Voilà. Et je sers Rebecca Zlotowski, qui est une grande réalisatrice française, qui fait énormément de films d'auteur et qui prépare un film. Et je me retrouve, donc j'ai fait le cinéma avant tout le reste, en fait. D'accord. Tu vois, avant l'humour, avant la musique, c'est fou d'ailleurs. C'était en 2012. Et je sers cette réalisatrice qui me dit un jour, j'aimerais bien te donner un rôle dans un de dans mon prochain film. Moi, j'y crois pas trop, je la sers, enfin, tu vois, je me dis, ouais. Et en fait, quelques mois plus tard, elle me dit, on va t'appeler pour les castings. Et je m'attendais à un petit rôle un peu rigolo, tu vois, dans ma tête, c'est pas un truc. Et en fait, c'est le second rôle féminin du film, et c'est un film où on me rase le crâne dans le film. Donc je l'appelle, je lui dis, Rebecca, je me suis pas trompée parce que tu m'as dit que c'était juste un petit rôle. Et là, je vois que je fais le casting pour le second rôle. J'avais les cheveux quand même jusque-là, tu sais, je me dis, il faut que je me rase le crâne. Je suis serveuse, je suis pas juste actrice où ça repousse et c'est cool, tu vois, j'ai pas de coiffeur chez moi pour s'occuper de ça s'il y a quelque chose, enfin, tu vois. Elle me dit, oui, c'est pour le second rôle, en tout cas, j'aimerais bien te voir en essai. Donc, je fais les essais. Je reste 2 heures avec le directeur de casting, qui était un ami à moi, qui est décédé d'ailleurs, Philippe Elkoubi, qui était qui était talentueux, quoi, voilà. Je reste 2 heures, il me garde 2 heures. Et quand je sors, je vois 5 photos de 5 nanas, dont moi. Et je dis, mais c'est qui ces 5 personnes? Il me dit, c'est les 5 Géraldine. Donc, le choix, il va se faire entre vous 5. Et je regarde un peu la longueur des cheveux de chacune, en me disant, elle se fera jamais raser le crâne avec sa longueur jusque là. Je dis, elle, c'est bon. Je dis, ah, peut-être. Ça se joue entre 2. Et donc, je fais un callback, ce qu'on appelle un callback, voilà. En faire un autre. En faire un autre avec la réalisatrice, que je servais tous les jours. Elle mangeait, elle travaillait beaucoup. Et tu sais, je sens on est dans le travail. Là, on n'est pas je me confie à toi, machin. Et je sens que mes essais sont pas mal, mais je me regarde trop parce que j'ai peur, tu vois. Je suis pas dans ma zone de confort. Et je sens que c'est moyen, mais j'ai donné quand même. Et je retourne travailler. Et j'ai pas de nouvelles, genre pendant 3 mois. Et moi, je me dis, bon, bah, c'est terminé. Je me souviens que j'étais à découvert, comme comme souvent à l'époque. J'étais en train de faire les boutiques et je vois sur mon téléphone 2 appels manqués, un message vocal de Rebecca. Elle me dit, Camille, tu peux me rappeler, s'il te plaît? Pas de, tu vois? Pas d'autres informations. Non, pas d'autres informations. Donc moi, je suis en... OK. Elle va me dire que c'est mort, mais c'est pas grave. Je dis, oui, Rebecca. Elle me dit, donc voilà. Elle en a joué. Elle me dit, donc voilà, je voulais te dire... En fait, Géraldine, c'est toi. Je l'ai écrit depuis le début pour toi, mais j'avais peur parce que est-ce que tu serais prête à te faire raser le crâne? Je lui dis, écoute, mes grands-parents, ils ont été en camp de concentration. On leur a rasé la tête, on leur a rien demandé. C'est que des cheveux, ça repousse. Je suis pas malade. Tout va bien. Je le ferai. Et surtout, c'était film d'auteur. Tu démarres, c'est des mini-budgets, donc tu fais vraiment pas ça pour l'argent. Et je fais ce film merveilleux avec que des grands acteurs. Olivier Gourmet, Araïm, Denis Ménochet. Enfin, j'ai une chance, Léa Seydoux, une chance vraiment absolue. Et après ça, 1 an après, on fait les marches de Cannes, parce que le film va à Cannes. J'ai aucune notion. Tu sais, moi, je suis encore serveuse, donc je sais pas. Je redescends les marches et je retourne servir encore. Et pendant 2-3 ans, pareil, il y a rien, quoi. Tu vois, donc... je suis arrivée déjà. Il y a rien, mais tu fais des castings. Ah oui, je lâche rien, mais c'est dur. C'est dur. C'est dur de donner autant dans un projet pour que ça paye pas derrière, quoi. Tu vois, quand je dis ça paye, je parle pas financièrement. Est-ce que tu as compris pourquoi? Peut-être les réseaux sociaux, peut-être qu'ils... Parce que The Voice, c'est 2012, dans la même année où tu as tourné ton film. Ouais, c'est ça, mais peut-être que ça a peut-être pas plu à d'autres réalisateurs, c'est pas assez branché, c'est pas assez... Ça t'a étiqueté, on dit? Exactement. Peut-être. Ça, et aussi le fait que, tu vois, on a vu ce film, voilà, on l'a aimé, mais on n'a pas pensé à moi derrière, et j'avais pas un bon agent à l'époque aussi. Tu vois? Il y a ça. À un certain moment, tu te bats, et t'as raconté, humoriste, réseaux sociaux, et la comédie arrive, les films arrivent. Ouais, bien sûr. Et maintenant, t'en fais plein, t'en as à peine fait un. Là, c'est mon premier rôle au cinéma. Franchement, ça a pas mal marché, ouais. C'est une comédie? C'est une comédie française, et vraiment, tu ris du début à la fin, et sans interruption. Tous les personnages sont très drôles. C'est comme une pièce de théâtre. Vraiment, tout le monde vient du théâtre. Donc, c'est très rythmé. C'est plein de duos comme ça. C'est 2 milieux sociaux qui s'affrontent. Donc, la bourgeoisie et moi, mon milieu, la banlieue, qui est mon milieu d'origine d'ailleurs.
Et tu parles un peu banlieue dans le film? Ouais, exactement. D'accord. Pas trop, parce que je voulais pas, moi, que ce soit too much. Après, c'est même à l'écoute. Et puis, en plus, c'est pas... Tu peux être banlieusarde, mais pas racaille. Mais oui, il y a bien sûr. Même des expressions de la manière dont je marche et tout. Il y a beaucoup de choses. J'ai mis plein de choses. Et les gens, ils sont morts de rire. Ce que je voulais te demander, c'était quand toi, en Italie, on dit la gavetta. La gavetta, c'est quand tu fais beaucoup d'efforts, mais t'obtiens pratiquement rien pour apprendre quelque chose, pour te former. Est-ce que ce moment formateur où il y avait seulement, il te claquait la porte, il y avait seulement des noms, tu prenais pas un casting, ça t'a un peu donné de la rage et de la colère quand t'as réussi? C'est-à-dire, quand à un certain moment t'as réussi, t'as commencé à remplir des théâtres, t'as commencé à avoir des confirmations que ton talent était apprécié et que tu réussissais à convertir, pas seulement en vue sur le net, mais en personne payante, ton talent. Et donc, tu as commencé à avoir plusieurs propositions de boulot, après dans 3 domaines. Ça t'a un peu enragé dans les regards du domaine, c'est-à-dire du milieu, du boulot, des personnes qui bossent derrière. Pas des fans. Des fans, j'y arrive dans 2 secondes. Mais je voulais savoir comment tu t'approchais. Si tu t'approchais comme avec les hommes après la relation que tu m'as racontée. Donc, un peu, je vais dominer parce que je veux pas être dominé moi-même. Pas du tout. En fait, moi, ce que je vis mal, c'est sur le moment, quand c'est pas justifié. En fait, ton refus, il est pas justifié. Tu vois, quand t'es méchant gratuitement, quand tu me bloques gratuitement, quand tu m'aimes pas gratuitement, t'as le droit de pas m'aimer. Mais il faut me connaître pour ça. Pour moi, tu peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes pas si tu le connais pas. Tu vois, sinon t'as pas de personnalité, c'est-à-dire que t'écoutes ce que les gens te disent. Moi, tu sais, avec le temps et l'expérience, je me suis aperçue que plus tu me dis, elle, je l'aime pas, ou lui, je l'aime pas, plus moi, j'ai envie de connaître la personne. Et moi, je veux dire si... Parce qu'en général, les gens que t'aimes pas, c'est les gens ambitieux, c'est les gens talentueux, c'est les gens gentils. En général, ce sont les gens que t'aimes pas. Les gens super, oh, je l'adore, il est super en général. Et moi, je les connais, ceux-là. Quand quelqu'un t'aime pas, t'essayes de te rapprocher à lui pour te faire connaître ou tu te fermes en toi-même et tu prends les distances? Ah non, non, non. Si toi, t'as super envie de travailler avec ce casting director, je sais pas comment on appelle en France. Non, ouais, non. Tu coupes? Non, si je sais qu'il m'aime pas? Ouais. Non, j'irai jamais. J'ai une fierté trop grande, mais la bonne fierté. Hein. Faut me respecter. Mais par contre, je suis déjà, moi, par exemple, l'époque où j'étais en humour, c'était vraiment, ça a pété. J'avais du mal à gérer parce que c'était beaucoup d'un coup. Il y a plein de gens qui m'appelaient, dont des humoristes. Et je disais non, mais non. Qui vous a donné mon numéro et tout? Alors que ça se fait dans ce métier, tu vois. Moi, ça m'énervait qu'on m'appelle comme ça. Et là, c'est marrant que, donc, tu vois, j'ai évolué. Il y a quelques mois, j'ai envoyé un message sur les réseaux à un humoriste que, en plus, j'admire beaucoup, hein. D'accord. Qui est très fort, qui va réaliser des films là maintenant. Il s'appelle Jérémy Ferrari. D'accord. Et en fait, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, j'avais été très conne il y a quelques années parce que je souffrais, parce que addiction, parce que je lui parlais de tout ça. Et je voulais te présenter mes excuses. Parce que voilà, j'aimerais bien un jour te retrouver sur scène. Et puis, j'étais vraiment immature. Et voilà, je voulais juste te dire que... Il m'a dit, mais je n'en ai jamais voulu. Voilà. Donc, je l'ai fait sur 1 ou 2 personnes. Mais... Et par contre, je l'ai fait, mais de manière un petit peu plus virulente, avec des gens que je connaissais, qui n'ont jamais travaillé avec moi et qui parlent de mon travail. Ça, par contre, c'est coup de fil tout de suite. Ça, c'est « Allô, oui. Excuse-moi, on a déjà travaillé ensemble? Non. Alors pourquoi tu parles mal de moi alors que je suis d'une exigence rare? Et toi, tous les artistes avec qui tu as travaillé, il y en a, ils arrivent en retard, ils plantent, ils viennent pas, ils loupent les trains, machin. De quel droit, toi, tu viens ça? Ouais, mais je sais pas parce qu'on m'a dit... Mais est-ce qu'on se connaît? Oui. Je t'ai déjà manqué de respect? Non. Alors pourquoi? Pardon, je te présente mes excuses, voilà. Tu vois? Ouais, je t'avais entendu parler de ça avec Guillaume Play. Ah ça ouais. a été mon prof de français à distance sans le savoir, parce que pour commencer mes interviews, je me suis regardé beaucoup de légendes que j'aime bien parce qu'il y a plein de sujets à affronter. Puis lui, il est très poli. J'aime sa façon de s'approcher aux autres. C'est un amour. Ouais, il est vraiment gentil. Et quand je te dis gentil, c'est ce que je voulais dire sur toi-même. Je pense que toi, tu as un caractère. Tu t'es créé une carapace pour te défendre, simplement, pour pas souffrir. Exact. Mais en dessous, t'es un ange. Et moi, quand je regardais la pré-interview, et j'ai regardé les trucs à toi, je voyais un caractère hyper fort. À des personnes, ça peut faire peur. Bien sûr. Et ils peuvent dire, travailler avec elle, ça doit être de la folie, elle doit être chiante. Alors que non. C'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Vraiment pas du tout, en plus. C'est exactement ce que je voulais dire. Et donc, moi, j'avais
très envie de te connaître parce que moi, j'adore les personnes fortes parce que je sais qu'il y a de la souffrance, Ah oui. parce qu'il y a de la fragilité. Donc, c'est une question de se défendre, simplement. J'adore les personnes gentilles, Ouais. qui s'approchent bien aux autres, qui aiment les autres, Ouais, exactement. qui aident les autres. Ils les aident pas en leur donnant du pognon, mais en leur donnant la possibilité de s'exprimer en les écoutant. Ah ouais, bien Ça, c'est sûr. très important. Et donc, moi, j'ai averti tout le beau que tu as dedans. Et je pense que beaucoup de personnes qui disent « je l'aime pas », ils ont simplement peur de la carapace. T'as raison. Et donc, c'est pour ça que je te dis, ça pourrait être un avantage si tu dis « tu sais quoi, je m'en fous de la fierté. Moi, je vais me faire connaître. Mais je vais simplement me faire connaître. Et puis, s'il aura pas envie, c'est bon. Mais au moins, il pourra. Mais t'as raison, mais faut être très fort. Ouais, Hein. c'est une question Mais d'entraînement ça mental. viendra. Ouais, t'as raison. Ouais, ça fait c'est vrai que partie c'est de la classe, quand maturité, même. on dit. Oui. Il faut du temps. Ah ouais, mais ce sera bientôt. J'ai pratiquement fini. Mhm. Le rapport avec les fans. Je t'ai entendu dire, je sais pas où, peut-être avec Guillaume, que t'aimes pas quand il te touche. On retourne J'aime pas qu'on me touche en général. Voilà. T'as dit, moi, j'aime pas, j'aime les câlins, mais c'est moi qui les fais. Ouais. Et après, peut-être si tu m'en fais toi aussi, ça peut me plaire, mais ne commence pas en premier. Ah ouais. En fait, j'aime pas qu'on me touche quand je connais pas la personne. Que tu sois fan de moi ou pas. Tu me touches pas. Non, mais c'est mon espace vital. Tu peux pas arriver et me mettre la main là. Mais par contre, tu vois, parce que attention, hein, ça arrive de temps en temps. Mais en général, même les gens qui me suivent, les fans, etc., ce sont des gens qui me demandent, est-ce que je peux mettre mon bras pour faire la photo? Tu vois, oui, bien sûr. Mais tu peux pas m'attraper ou me faire ça comme ça. Et quand t'as vécu des violences, en plus, il y a un truc un peu... Ça t'étouffe. Et ça m'étouffe, ça me bloque. Mais pour moi, humainement, je toucherai jamais quelqu'un sans... Tu vois. Après, évidemment, quand je fais les photos à la fin de mes spectacles, etc., c'est normal, ils viennent, je suis dans mes bras. Mais c'est moi qui organise. Tu vois. Je peux pas mettre comme ça et tu me laisses. Donc, je prépare. Même quand ils sont plus grands. Tu donnes le périmètre de l'espace vital. Exactement. Avant de te poser la dernière question, je veux te demander si on n'a pas affronté un sujet que tu aurais bien voulu affronter. On a parlé de beaucoup de choses. Je crois de tous les éléments principaux. Voilà, on a parlé de tout ce que je pensais être les éléments principaux, mais il y a peut-être quelque chose que tu voudrais mettre dans cette conversation qui est important pour toi dans ta vie. En fait, je sais pas, pour résumer ça, moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'en fait, j'aimerais dire aux gens, peu importe leur origine, dire que en vrai de vrai, quand tu veux faire quelque chose, il faut écouter les bonnes personnes quoi qu'il arrive. Il faut écouter, mais c'est pas parce que tu les écoutes que tu dois faire ce qu'ils te disent. Mais en fait, je pense que la première personne qu'il faut écouter, c'est soi-même, même s'ils sont 15, ce qui m'est arrivé souvent, à te dire, fais pas ça, non, ça marchera pas. Si toi, en fait, si tu sens que dans ton centre, c'est ton métier, tu dois faire ça absolument, ça n'en est pas vital, mais viscéral. Tu sais que c'est ça. Moi, j'avais pas d'autre issue dans ma vie. C'est pour ça que j'étais malheureuse quand je servais les gens. Il fallait bien payer son loyer, etc. Mais je savais que c'est là, je me voyais, je visualise beaucoup. Je veux être là. Je dois être là. Ok, là, je dois être là sur scène, je vais être là, donc je veux cette scène-là. Ok, c'est pas tout de suite, mais il faut que j'y aille. Et tout ça, en fait, il faut dire à la jeune génération, si t'as envie d'être coiffeur et peintre, tu peux être coiffeur et peintre, mais il faut être bon. Il faut beaucoup travailler. Tu peux pas être moyen, là, les gens ont le droit de te critiquer. Mais tu peux être tout ça, travaille beaucoup, crois en toi, et essaie de t'entourer du mieux que tu peux des meilleures personnes. Donc, avec ton expérience, en fait, on veut toujours un peu plus de lumière au départ quand on connaît pas bien. On se dit, ça va être intéressant avec le show business, c'est super et tout. Non, pas du tout. Ma dernière question, elle est très simple. Et c'est comment vas-tu? Mais mon comment vas-tu, c'est un bilan. Ici et maintenant, dans cette période de ta vie, si tu t'écoutes, comment ça va? Je vais bien parce que je viens de sortir mon premier rôle au cinéma qui a très bien marché, qui a fait 1,5 million. Donc, je suis vraiment très contente. Sur un premier film, ça veut dire que les gens ont envie de me voir au cinéma. Donc, pour moi, c'est une réussite de se dire, OK, là aussi, on me veut beaucoup. Parce que premier rôle, c'est on te voit tout le temps, on vient pour toi. Et ça m'a beaucoup touchée. Me dire que j'ai fait un premier single que les gens aiment. L'album, il y en a qui sont pas mal, mais bon, j'y arrive pas à dire maintenant. Pour moi, c'est un très bel album, donc j'espère que ça va plaire absolument. Voilà, j'aimerais bien repartir en humour dans quelques mois, parce que j'ai envie de faire rire les gens à nouveau. Il y a une période, j'avais plus trop envie parce que ma fille, tout ça, je gardais mon énergie, puis j'avais fait beaucoup rire, même pendant le Covid, etc. J'ai fait beaucoup rire les gens. Mais je suis heureuse parce que, tu vois, je suis là, je sais que ce soir, je vais rentrer chez moi. Je vais aller dans la chambre voir ma fille dormir comme ça. Et je sais que, en fait, c'est mon bonheur absolu. En fait, je suis très équilibrée de par
de par mon mari, ma fille, en fait, j'ai besoin de... Évidemment, ma mère, toujours, hein. Mais je veux dire, j'ai besoin de rien d'autre dans mon quotidien. Tu vois, j'ai ça. Je suis très heureuse de ça. Et je pense qu'avant ça, j'ai jamais été vraiment heureuse, tu vois. Et c'est fou parce que en étant avec mon mari et ma fille, quand les gens me voient avec lui, même des gens proches ou des gens même du métier, ils me disent, je t'ai jamais vue heureuse. C'est la première fois que je te vois vraiment heureuse. Donc c'est quand même que je renvoyais pas non plus quelque chose de forcément... même si je camouflais, c'est-à-dire qu'on le voyait quand même à un moment donné vers la fin, tu vois. J'arrivais plus, quoi. Merci Camille, on a terminé. Merci. Merci.